Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Paris Cours-Devant. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, après 5 jours de festival, Paris Cours-Devant est donc un festival de cinéma émergent qui montre bien sûr des courts-métrages en compétition, des premiers longs-métrages, puisque nous sommes très attentifs au début de carrière, autant dans le court que dans le long-métrage. Et nous sommes très heureux de montrer les films, bien entendu, et d'en débattre, et même passionnément. Mais nous attachons aussi une immense importance à comment on fait les films et qui sont les gens qui font les films et comment ils travaillent ensemble. C'est dans ce cadre que nous avons toutes ces rencontres professionnelles, tout ce marché au projet où beaucoup d'auteurs accompagnés par des comédiens présentent leurs projets à des producteurs, et bien sûr les tables rondes de tous les sujets qui agitent les cinéastes et tous les gens qui font les films dans les entrées de carrière ou les milieux de carrière. Voilà. Et donc c'est à ce titre que nous sommes réunis aujourd'hui. Tous les cinéphiles se souviennent de Martin Scorsese et Bob De Niro qui commencent ensemble. On ne compte pas le nombre de réalisatrices, réalisateurs qui ont révélé des comédiens en tout début de carrière et où ils ont tous progressé ensemble. On ne compte pas non plus le nombre de familles de cinéma ou les collectifs au sein desquels tout le monde s'aide, tout le monde travaille ensemble et démarre. Et donc c'est ce petit écosystème des débuts qu'on voulait questionner aujourd'hui. On est ravis d'accueillir l'AFA, actrice et acteur de France Associés. Je le dis à chaque fois parce que sinon je me fais taper sur les doigts. Donc je dis tous les mots. Voilà, j'ai appris la leçon, sinon après je me fais gronder. Donc on est ravis d'être partenaire de l'AFA depuis de nombreuses années maintenant. Et ce sont eux qui ont réfléchi à ça aujourd'hui et qui vont vous présenter la table ronde. Je vais passer la parole à Estelle Simon qui va prendre soin de vous et de nos invités qui vont vous raconter leurs histoires. Merci Rémi. Je vais m'asseoir. Avant de commencer cette table ronde, je vais vous présenter rapidement la AFA, actrice et acteur de France Associés, comme l'a dit Rémi. Nous sommes tous très bien briefés. En fait, c'est une association de comédiennes et de comédiens professionnels qui a vu le jour en 2014 et qui est née en fait du constat que contrairement à tous nos camarades scénaristes, réalisateurs, metteurs en scène, nous n'avions pas une entité qui nous représentait. Donc du coup, nous avons créé la AFA, car de fait, nous étions assez solitaires puisque les actrices et les acteurs sont assez solitaires de par leur métier. On va dire que dans les objectifs de la AFA, il y a celui de repositionner les actrices et les acteurs au centre du processus de création et de réflexion, et de créer du lien entre nous et nos partenaires, comme aujourd'hui avec le festival Paris Cours-Devant, qui nous est cher. Pour aller très rapidement sur la AFA, puisque je fais un petit peu de prosélytisme tout de même, si vous êtes comédien ou comédienne, que vous souhaitez nous rejoindre, vous avez plusieurs possibilités. Soit en fait, vous profitez de tout ce qu'on vous propose, des ateliers, des rencontres, des tables rondes, ou alors vous avez envie de vous investir un petit peu plus et vous intégrer une commission qui sont au nombre de 3 grands axes, des commissions un petit peu sociétales, des commissions qui vont être un petit peu plus ressources, ou des commissions qui vont traiter plus, qui vont plus être dans des ateliers, dans des échanges entre nous et nos partenaires. Je vous invite à aller voir sur notre site tout ça, c'est très bien expliqué, ou à aller discuter avec nous à la fin de cette réunion. Maintenant, nous allons attaquer. Et je voudrais, avant de commencer donc, cette table ronde, acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices, grandir ensemble, je vous propose de vous présenter et de nous raconter comment vous avez commencé et constitué vos premières équipes de tournage et comment toi, Raphaël, tu as vécu ton premier tournage. Mais d'abord, je vous invite à vous présenter. De nous parler un peu de votre parcours. Allons dans ce sens-là. Oui. C'est ta première expérience de tournage. Mais d'abord, avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous parliez un petit peu de vous.
Alors, je suis Raphaël Thierry, je suis dans le monde du spectacle vivant depuis 1986. C'est bon, vous avez... Et j'ai un parcours certainement un peu atypique. Je réside en région Bourgogne et j'ai commencé par la pratique de la cornemuse du centre de la France. Et j'ai créé des groupes qui ont tourné pendant 25 ans, un peu partout, en France, en Europe, en Asie, un peu partout, quoi, en Corée du Sud. Et assez amoureux des mots, je me suis laissé attraper par le théâtre pendant une bonne dizaine d'années. Et à force de rencontrer des gens de théâtre, tout le monde me disait, mais avec la tronche que tu as, tu devrais faire du cinéma. Ah ben j'ai dit pourquoi pas, mais c'est pas en claquant dans les doigts que ça se fait. Et j'ai eu la chance d'être retenu pour Rester vertical, le film d'Alain Guiraudy, je sais plus, il y a 8 ans, 2016, 2015. Et c'est comme ça que j'ai continué une carrière dans le cinéma, puisque maintenant je ne fais plus que ça. Et donc, je parlerai tout à l'heure peut-être de ce premier tournage, qui était quelque chose toujours d'assez impressionnant, surtout quand on n'y connaît rien. Parce que moi, j'ai une pratique que j'assimile un peu au compagnonnage, c'est-à-dire que j'ai eu des gens qui m'ont appris la musique, qui m'ont enseigné. Je n'ai jamais fait d'école de musique, j'ai jamais fait d'école d'art dramatique, et ce sont des metteurs en scène qui m'ont éduqué dans ce métier. Et je crois que le cinéma, ça continue comme ça, puisque chaque travail, chaque film avec des réalisatrices ou des réalisateurs différents, fait qu'on en apprend à chaque fois. Et je vous garantis que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Merci beaucoup, Raphaël. Anaïs, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Anaïs Tellen, je suis scénariste et réalisatrice. Je viens de terminer de post-produire un film qui est en tournée depuis septembre, qui a commencé par Venise, la Mostra, et qui s'appelle L'Homme d'argile, avec Raphaël Thierry dans le rôle principal et Emmanuel DeVos dans le rôle principal féminin, et qui sort le 24 janvier au cinéma, donc dans une semaine. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume, tu veux... Bonjour tout le monde aussi. Moi, je m'appelle Guillaume Desjardins. Je suis scénariste-réalisateur aussi, et on pourrait même dire aussi producteur. J'ai un parcours qui n'est pas forcément traditionnel, dans le sens où j'ai commencé par faire mes créations et je continue encore à faire mes créations en autoproduction. Et voilà, et qui ont été diffusés directement sur YouTube parce que j'avais pas l'énergie d'envoyer ça en festival, et aussi parce que je m'étais pris des refus au début. Je me suis dit bon, c'est pas pour moi, et voilà, et voilà. Et il y a une chaîne YouTube du coup qui s'appelle Les Parasites, sur laquelle on diffuse nos courts métrages, parce que du coup on a fait ça. Enfin, c'était le nom d'équipe que j'ai donné au 48 heures Film Project. Je sais pas pour celles et ceux qui connaissent, c'est un défi vidéo. On doit faire un court métrage en 48 heures, et j'avais nommé l'équipe Les Parasites parce que je pensais qu'on allait... Enfin, on le faisait pas pour gagner, on le faisait pour s'amuser. Donc je m'étais dit, on va être les parasites du concours. Et puis finalement, on a gardé le nom d'équipe. À chaque fois que je me suis réinscrit, j'ai gardé le nom Les Parasites. Et voilà, on a commencé. On était 5 dans l'équipe. Donc on parlera, je sais pas de quel tournage tu veux parler, mais voilà. Merci beaucoup. Nathan, c'est à toi. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Nathan Ambrosioni, je suis scénariste et réalisateur. J'ai réalisé mon premier film professionnel qui s'appelle Les Drapeaux de papier avec Noémie Merlan et Guillaume Gouix en 2018. En 2018, et il est sorti en 2019. Et là je viens de sortir mon second long métrage qui s'appelle Tony en famille avec Camille Cotin le 6 septembre 2023. Et voilà. Voilà, mais je voulais te demander, t'as commencé quand? T'as commencé quand là, avec Les Parasites, les 48 heures? 2013. J'ai fait un 48 heures où j'ai vu ton film, je pense quand j'avais genre 14 ans ou 15 ans, et ça me dit un truc. Enfin, en tout cas, je me souviens de me dire, ah mais ils sont trop forts. Enfin, évidemment, ils vont tout gagner. Et ça me dit un truc.
Voilà, mais Vous avez grandi ensemble, on a grandi ensemble. quelque part. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant, je veux bien que vous abordiez un petit peu, que vous nous racontiez un petit peu vos premières expériences. Le premier tournage, c'est toujours assez intéressant de voir le début, justement, comment ça s'est passé et où on arrive après. Qui veut commencer? Bon, allez. Merci, Raphaël. Alors, donc, en 2015, j'ai été retenu pour jouer un second rôle dans le film d'Alain Guéraudy. Et j'avais absolument aucune expérience dans le milieu du cinéma. Je ne savais vraiment pas comment ça fonctionnait. Et fort heureusement, sur le plateau, il y avait Damien Bonnard et Indy Aher. Et c'est eux qui m'ont enseigné, qui m'ont mis le pied à l'étrier sur la façon de se tenir et de tourner sur un plateau. Et j'avoue que ça m'a été d'une grande utilité. Et en plus, ce travail avec Alain, qui est un travail assez particulier, parce qu'Alain est quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et qui ne supporte pas qu'on change un mot ou une virgule dans ce qu'il écrit. Moi, ça me convenait, puisque je venais de travailler avec un auteur-metteur en scène pendant 10 ans, qui était exactement de cette même rigueur. Donc, pour moi, ça n'a pas été un problème. Mais je me souviens de la première réplique que j'ai balancée sur le plateau. Et c'est là, je dis, bon, on n'avait pas beaucoup d'expérience quand même. Je l'ai envoyé comme si j'étais au théâtre. Et je vois encore le preneur de son qui retire le casque, qui me hurle dessus. Mais dis tes marteaux, on n'est pas au théâtre ici. J'étais là. Oula, ça m'a fait... Ça m'a fait tout drôle. Après, j'ai dit, ah oui, effectivement. Et il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que la caméra est là, elle n'est pas. Et puis le son, voilà, le son, c'est le preneur de son qui règle tout, c'est pas toi, en fait. Et voilà, ce sont des petites anecdotes. Et puis le travail avec Alain était bien, c'était très long. Et bon, j'étais bien évidemment impressionné par ce mec, par ce qu'il voulait raconter, par sa façon de travailler. Il avait un conseiller artistique qui était aussi extrêmement exigeant. Et j'ai découvert un peu l'univers du plateau, les différents postes. Et par la suite, chaque tournage, parce que j'ai fait aussi beaucoup de courts-métrages, et je crois que c'est un des meilleurs enseignements aussi pour apprendre le métier de comédien, ou voire aussi de réalisateur ou autre métier du cinéma. On m'a donné des belles places dans beaucoup de courts-métrages et c'est là aussi que j'ai pu m'affirmer. Et plus on en fait, plus on se sent progresser. Et en plus, avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont chacun des façons de travailler complètement différentes. Donc, c'est un apprentissage sur chaque film. On apprend quelque chose. Et puis, la gourmandise de l'apprentissage, voilà, c'est un petit peu mon ADN. On apprend toujours. On n'a jamais fini d'apprendre, je crois. Et c'est voilà, ces expériences-là. Et puis après, on gravit un peu des échelons. On nous confie des rôles plus importants. Donc c'est vachement gratifiant pour aller jusqu'au dernier long-métrage avec Anaïs. Mais ça, on vous en parlera. Merci beaucoup, Raphaël. Il t'a lancé la balle, Anaïs. Mais ton premier souvenir. Alors, moi, j'ai plusieurs souvenirs parce que j'ai eu une autre vie professionnelle avant. J'ai été comédienne, en fait, pendant 7 ans. J'ai commencé par ça. Et je viens d'une famille où il est souvent... Moi, mon premier... je ne sais pas quand ça remonte, en fait. J'ai toujours vu des tournages, des régisseurs, des régisseuses, des techniciens, des techniciennes, tout ça. Après, j'ai 2 souvenirs forts. Celui en tant que comédienne. Donc moi, il faut savoir que c'est un métier que j'ai quitté par choix, vraiment, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas à la bonne place, que j'avais tout le temps envie de choisir où on mettait la caméra, de réécrire les répliques. Donc j'étais un peu une énorme relou pour tous les metteurs en scène. Parce que je supportais pas de juste faire ce qu'on me demande. C'est pas envisageable chez moi et j'ai mis 7 ans à le comprendre après avoir embêté tout le monde. Et donc mon premier tournage, c'était un film Gaumont de Patrice Lecomte qui s'appelait La guerre des Miss. Et donc j'étais comédienne là-dessus et il y avait énormément d'argent à l'époque. Enfin vraiment, il y en a toujours chez Gaumont, mais là c'était incroyable. Et c'était une scène en hiver, mais on devait jouer le printemps. Et donc moi je me souviens de tas d'accessoiristes et assistants qui font fondre la neige au chalumeau. Et puis moi, on m'habille avec des petites sandales, un truc à bretelles, et tout le monde est dans le jardin en mode il fait 25 degrés, alors qu'en fait, il faisait vraiment -1, quoi.
Et il y a quelqu'un qui arrive avec un bol et qui me fait sucer un glaçon. Et je dis, mais c'est pour pas qu'il y ait de la buée quand tu parles. Donc, ok. Et en fait, on a les orteils bleus, la chair de poule de fou. Enfin, et voilà. Et après, c'était avec beaucoup de figuration. Il y avait une grande louma et le plan s'ouvrait donc sur moi, qui, l'air très réjoui, dans une sorte de kermesse, mange des chouchous, là, les espèces de pralines là qui vous. Et moi, j'avais jamais joué au cinéma, je savais pas ce qui. Et donc, littéralement, ça colle aux dents ces trucs. Donc moi, je prends le truc et je fais. Et puis à chaque fois, il me coupe, mais je comprends pas pourquoi. Et au bout d'un moment, elle fait, mais elle sait pas manger comme au cinéma, celle-là. Et en fait, il fallait cracher. En fait, il faut faire semblant semblant de mâcher, semblant et cracher pour que ce soit délicat. En tout cas, la représentation des femmes à l'époque faisait qu'on mastiquait pas un chouchou toute gencive sortie. Donc ça, c'était le premier en tant que comédienne, et en tant que réalisatrice, c'était un film complètement autoproduit où je me souviens que j'avais vraiment eu la sensation de, appeler absolument tous les gens que je connaissais et d'avoir, je sais pas, concentré toutes les forces vives possibles pour que ce film existe. Donc j'avais donné le premier rôle à mon ancien prof de théâtre, enfin des tas de trucs comme ça. Je ne savais pas faire un générique, vous savez, sur After Effects. Alors j'avais décidé de mettre des tas de post-it sur le sol, sur le parquet, et de les filmer en me disant ça va finir par faire un générique, faire des trucs comme ça. Voilà. Et là, tu as tourné en été, cette fois-ci. Ah oui, ben là, oui, alors 15-20 ans après, j'ai tourné en été. Et moi du coup, en tant que metteur en scène, j'adore les gens qui mangent vraiment. Donc je fais réchauffer les plats et ils n'ont plus faim pour la cantine. Mais moi, j'adore qu'on mange, du coup. Merci beaucoup. Nathan ? C'est bien moins traumatisant que cette expérience d'Anaïs. Mais quel cauchemar, c'est horrible. J'ai commencé à faire mon premier souvenir de tournage. Du coup, c'est pas les drapeaux de papier, parce que j'ai commencé à faire. Bon, c'était vraiment l'inverse de la Gaumont qui a plein d'argent. J'avais 0 argent parce que j'avais 12 ans et je viens pas du tout de ce milieu-là, du milieu du cinéma. Je viens du sud de la France, dans un village-ville qui s'appelle Péménade, où il y a des banques et des coiffeurs, et c'est vraiment sympa. N'allez pas passer vos vacances à Péménade, je pense que vous ne passerez pas un très bon moment. Mais en tout cas, je viens de Péménade et je connaissais personne à part mes amis du collège. Et j'en avais pas beaucoup, mais heureusement, mes 2 meilleures amies voulaient être comédiennes. Ce qui était super chose quand on veut devenir réalisateur, parce que je découvre à 12 ans le cinéma d'horreur et ça me passionne et je me dis que j'ai envie de faire des films. Et donc je me lance dans un premier film complètement amateur, et évidemment parce que j'ai 12 ans, pas super, mais très très gore, d'un film d'horreur, voilà, où on est 3 sur le plateau, puis 4 quelques jours, mais c'était mon tout premier film qui s'appelait The Russian Tape, et ça ne veut rien dire, mais j'étais persuadé quand j'avais 12 ans et que je ne savais pas parler anglais que ça voulait dire quelque chose, et ça ne veut rien dire. Et ce film, on le présentait ensuite aux salles des fêtes du coin. Heureusement, le père d'une comédienne vraiment avait une salle des fêtes, la salle des fêtes du Tigné, du village d'à côté, donc nous a laissé la salle des fêtes et il y avait 200 personnes du collège qui venaient, on n'avait vraiment pas froid aux yeux, on les invitait tous, je retrouve des messages sur Facebook que j'ai envoyés pour leur dire venez à la projection. Ça a fait, c'était trop chouette. Enfin, j'ai découvert vraiment toutes les étapes, même si c'est à échelle très très réduite, de la création d'un film, de écrire le scénario. Bon là, j'écrivais pendant la semaine et on tournait le week-end et puis ainsi de suite. Donc ça n'avait pas de sens. Hein, si vous vous doutez bien que du coup le scénario évolutif, c'était pas une très très bonne idée à ce moment-là. Mais c'était une super expérience. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé et comme tu dis, on apprenait plein de choses et moi je continue à apprendre plein de choses. Effectivement, j'ai l'impression que chaque tournage a ses défis. Mais toi, tu l'as peut-être vu en tant que comédienne et réalisatrice, mais c'est vraiment c'est un endroit très mouvant et c'est ça qui est très excitant aussi, je trouve. Avec le cinéma, enfin, on a vraiment de la chance de faire des films. C'est très réjouissant, quoi. Et même s'il y a pas mal de contraintes, on a fait des drapeaux de papier aussi en hiver et c'était quand même très chiant. Mais on a fait Tony en famille en plein été. Je peux vous dire qu'on devait jouer l'hiver, c'était l'inverse. Et c'était pas génial. Il faisait 40 degrés sur un parking et tout le monde était en grosse veste. Donc c'était vraiment pas top. Mais
Mais voilà, ma première expérience, c'était ça. Et 3 personnes ont vomi à la projection de ce film qui était très, très gore. Et j'étais extrêmement fier. Et c'est ça qui m'a fait me dire que je voulais devenir réalisateur et que j'en étais sûr et certain. Parce que je provoquais des émotions chez les gens. Et le vomi est quand même un refus extrêmement fort et prononcé. Donc je me disais, c'est génial. C'est génial. Ah ouais. C'est-à-dire que faire un film d'horreur et quelqu'un qui vomit devant ce film d'horreur, c'est qu'on a touché à quelque chose qui n'était pas forcément bien, mais en tout cas qui était répulsif. Et j'étais trop content. Voilà. Merci beaucoup, Nathan. Guillaume. Oui. Oh bah non, il va falloir m'en dire un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que je raconte moi aussi, j'ai commencé à faire des films très jeune. Je dis que j'ai fait mon premier court-métrage à 11 ans parce que j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit 2 lignes de dialogue. Et ensuite, j'ai confié la caméra à mon père et j'ai dit « Filme-nous avec mon cousin ». Et on se battait avec des capes et des bouts de bois. Et puis on a appelé ça Lance-l'ouverture, des personnages que je connaissais pas, mais c'est mon père qui m'a dit bah, « Tu peux appeler ça Lance-l'ouverture ». Je fais voilà. Et je faisais du tourné-monté, donc c'était en caméra H8. Et du coup, je disais, apparemment, mon père a plus de souvenirs que moi sur ça. Et du coup, je disais, fais un plan là, puis on fait un plan là, et puis on fait un plan là. Et en fait, on avait juste à rembobiner la cassette, et puis on mettait play, et puis on avait le film qui se déroulait, qui était déjà monté, quoi. Voilà. Et en vrai, juste ça m'a fasciné. Et moi, je viens vraiment de ça. C'est-à-dire, je suis pas cinéphile à la base. J'adore regarder des films, mais j'ai pas du tout une grande culture ciné. Je préfère en faire qu'en regarder finalement. Et du coup, ça a toujours été un jeu pour moi. Ça a toujours été, même le mercredi après-midi ou les week-ends, j'invitais des copains en leur disant venez, on fait des films. Et j'ai retrouvé un peu des cassettes récemment. Et en fait, comment dire, je l'ai filmé en train de jouer. Mais finalement, c'est ça le cinéma. On filme des gens en train de jouer. On joue tous ensemble, à jouer ensemble, à se filmer en train de jouer. Enfin bref, du coup, j'ai fait une prise de recul énorme sur ce qu'est le cinéma au fond. Et voilà. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait un peu naturellement pour aller vers un lycée avec option du visuel, parce que j'avais la chance d'avoir ça pas loin de où j'habitais, en Picardie. Et puis après, une école de cinéma, mais je savais que je pouvais pas tenter les grandes écoles de par mon manque de culture. Je me suis dit, ouais, ils vont jamais m'accepter. Du coup, j'ai eu la chance de faire une école de ciné privée qui m'a beaucoup frustré parce que j'étais très assoiffé de connaissances que j'ai pas obtenues par les professeurs, et j'ai mis trop de temps à comprendre que la véritable connaissance était dans les livres et qu'en fait on peut énormément apprendre, et je regrette de ne pas avoir ouvert des livres sur le scénario, sur la direction d'acteurs, sur la production, sur la réal, sur tout en fait, pendant l'école, et pouvoir expérimenter pendant l'école. Donc si jamais il y en a qui sont en école, ouvrez les livres dès maintenant, perdez pas de temps, c'est pas une course. Et puis voilà, et en fait, l'école de cinéma, je raconte pas du tout d'expérience de tournage, mais j'essaie de raconter un truc qui me paraît peut-être intéressant à raconter. Tout va bien, Guillaume. et du coup, l'école de cinéma m'a vraiment conformé, matrixé aussi et aussi cette société de compétition à mettre dans la tête du coup, il faut exceller, il faut être le meilleur, etc. Et du coup, c'est quoi le meilleur dans la vidéo ? C'est faire un long métrage, le sortir en salle et tout. Et finalement, c'est devenu un objectif, mais qui n'était pas personnel à la base. Moi, je faisais juste ça pour m'amuser. Et du coup, je suis rentré dans un truc qui ne m'a pas ressemblé à la sortie de l'école, où je croyais que désormais, pour faire un film, il fallait convaincre des prods, il fallait avoir des financements, il fallait avoir une grosse équipe, parce qu'on nous apprend à bosser avec plein de gens, avec plein de régisseurs, plein d'électros et tout. Et c'est là où ça m'a fait vraiment du bien de me prendre une grosse claque finalement en participant une année avant Les Parasites, en appelant mon équipe de 48 heures les ninjas, en me disant on va le faire pour gagner et tout. On avait une grosse baraque d'un pote, on avait 2 monteurs, enfin, j'avais prévu une énorme équipe pour faire le film qui allait remporter le 48 heures, et on l'a pas rendu parce qu'il était nul et que le son saturé, enfin il n'y a rien qui allait. Et du coup ça a été une super leçon pour me dire ok, mais je m'égare complètement. En fait moi je veux juste m'amuser à faire des films, et j'avais perdu ça alors que je me suis toujours amusé à faire ça. C'est pour ça que l'année d'après je me suis réinscrit en me disant ok, cette fois on le fait en très petite équipe, on va chez mes parents en Picardie, et puis on fait ça à 5, dont une personne qui avait rien à voir avec la vidéo, 2 comédiens, et Jérémy Bernard, avec qui
mon camarade, je sais pas comment dire, mon associé, avec qui j'ai fait plein de films. Et puis voilà. Et en fait, on y allait juste pour s'amuser. Et au final, on avait pris de la meilleure réalisation. Puis après, on s'est inscrit à plein d'autres 48 heures. Et puis, on a eu des prix, etc. Et ça nous a amené à avoir une chaîne YouTube avec des abonnés. Ça, c'était improbable aussi. Et puis d'avoir la chance de faire une série financée par Canal+, qui s'appelle L'Effondrement. Et là, pour le coup, c'était une expérience de tournage qui n'a rien à voir avec le film que j'ai fait à 11 ans, on s'en doute. Et c'était les meilleurs tournages que j'ai connus parce que c'est une collection de courts-métrages filmés en plan séquence. Et le plan séquence, c'est vraiment une superbe école. C'est tellement exigeant, que ce soit à l'écriture, que ce soit à la prépa, au tournage et tout. Ça met tellement toute l'équipe ensemble, parce que là, tout le monde peut faire foirer le film entier. Du coup, tout le monde est hyper focus. Tout le monde est là. Enfin, tout le monde sait qu'on est en train de relever un défi artistique et technique et tout. Et du coup, c'est la première fois où, à la fin d'une journée de tournage, un perchman vient me voir et me dit « C'était mon meilleur tournage ». C'est rare, ça, c'est rare. Et ouais, et là, on pouvait, pour une fois, on a l'habitude de morceler un film de plein de plans et tout. Là, on pouvait vivre le film en temps réel en le faisant. Et du coup, c'était fort, ouais. On pouvait avoir même des émotions en filmant le film, donc c'était fort, ouais. Merci beaucoup. Une question qui est vraiment pour vous quatre. Comment se construit pour vous la relation de travail idéale entre réalisateur, réalisatrice, comédien et comédienne? Qui veut se précipiter pour répondre? Vas-y, Anaïs. En tout cas, moi, je vais parler de notre collaboration avec Raphaël Thierry, qui dure maintenant depuis presque 8 ans. Pour moi, la relation idéale, elle est dans l'envie que l'autre va susciter chez vous de créer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un choc esthétique, et quand j'ai découvert Raphaël Thierry à l'écran dans Rester vertical, c'est comme si depuis toujours je cherchais ce physique, cette présence à l'écran, tout ça, et brusquement elle surgissait face à moi. Et donc ça vous donne énormément de courage dans ces cas-là de découvrir que ça existe. Et moi, ça m'a vraiment, je sais pas, la rencontre avec Raphaël m'a vraiment donné des ailes, quoi, en me disant, parce que je pense aussi que dans ma famille, on disait, on va pas voir un film on disait toujours un film avec. Donc j'ai été un peu élevée dans un truc de gueule, quoi. Et puis mes récits, mes courts-métrages, tout ça, ils parlent jamais. Enfin, moi, je parle pas du tout de jeunes ou de jeunesse ou d'adolescence. Mes personnages ont généralement plus de 50 ans. Donc voilà. Et donc quand je découvre Raphaël, il y a ça. Alors pour la petite anecdote, moi à ce moment-là, j'étais vraiment dans les starting blocks pour réaliser mon premier court-métrage produit, parce que moi je m'étais fixée je veux tous les tampons sur le passeport, le CNC, les régions, les chaînes, et si j'ai pas tout, c'est foutu. Et donc c'était en chemin, on allait tourner ce film quelques semaines après, il y avait France 2 qui suivait, le CNC, enfin voilà. Et je découvre Raphaël et je me dis, il faut absolument que je le fasse tourner. Sauf que dans le court-métrage en question, j'avais qu'un tout petit rôle à lui offrir, qui était déménageur du piano de Chopin et Georges Sand. Une demi-journée de tournage. Et donc je me dis, bon, le monsieur revient de Cannes, peut-être une demi-journée dans un premier court-métrage produit, ça va pas être fou. Puis je lui envoie le film, puis il m'a rappelé 10 jours, enfin le scénario, il m'a rappelé 10 jours après en me disant, ouais, le rôle n'est pas très grand. Je fais, je sais. Il me dit, mais je vais pas laisser Chopin dans la merde, j'arrive. Alors il a débarqué sur le tournage et évidemment ce qui devait arriver arriva, quoi. Une immense frustration en me disant, mais comment j'ai pu filmer ce monsieur que 3 heures, c'est pas possible. Et en parallèle, j'avais écrit un autre court-métrage qui s'appelle Le Mal Bleu, que j'ai co-réalisé avec Zoran Boukerma. Et ça, on a tourné en septembre, et Le Mal Bleu, on le tournait en décembre. Et là, on avait eu Arte, deuxième round, quoi, 3 mois après, j'étais contente. Et donc, le rôle principal était pour monsieur.
Et puis ce qui devait arriver arriva. Après un autre court-métrage, c'était encore pas assez et ça nous a conduit à... Enfin, il y a eu un autre petit court, mais ça nous a conduit jusqu'à L'Homme d'argile. Et je pense que, comment dire, notre relation à tous les deux, elle est basée sur un truc essentiel. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais hyper importantes, sur la confiance et l'admiration et le respect mutuel de nos arts à chacun. Et en même temps, il y a une envie de cinéma très commune. Enfin, on a envie des mêmes choses. Donc on se comprend très bien, on se comprend très vite. Et je crois que, en tout cas, pour ma part, je me suis vachement fabriquée et constituée aussi en tant que réalisatrice avec Raphaël, puisque tous mes films finalement sont liés à Raphaël. Et là, en particulier, sur ce premier long métrage, on se connaissait tellement bien, puisqu'on avait fait 3 cours, on avait fait plein de festivals ensemble, j'ai pu vraiment construire un personnage 100% sur mesure pour Raphaël, dans le sens où, dès le scénario, je m'appuie sur qu'est-ce que humainement et dans le réel, Raphaël Thierry est. Et donc, je ne peux pas trop raconter de choses parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais en tout cas, on peut peut-être parler des 2 choses qui ont... Voilà. Le personnage de Raphaël Thierry dans le film est borgne et Raphaël Thierry dans la vraie vie est vraiment borgne. Et donc, par exemple, on a pu vraiment jouer avec son handicap et ce genre de choses-là ne sont possibles que parce qu'il y a une confiance et un respect mutuel. Et puis, il y a aussi, dans le scénario, le personnage est dans le film, un joueur de cornemuse. Et donc, il vous en a parlé. Et là, c'était vraiment c'est un personnage qui est très taiseux. Et là, c'était l'idée d'intégrer cet instrument comme la prolongation du corps du personnage principal. Et tout ce que le personnage ne sait pas dire, ne peut pas dire avec des mots, il va le dire au travers des notes de son instrument. Et voilà. Et sur toute la partie mélodique, on a bossé dès le scénario à chercher qu'est-ce qui, par les notes, vont venir raconter le mal-être du personnage, ou en tout cas ses aspirations, ses rêves. Voilà. Donc, en fait, on le comprend, c'est-à-dire que le fait de se connaître fait que tu vas pouvoir aller plus loin, toi aussi, vous allez aller ensemble plus loin dans votre création. Ouais. C'est ça. Et oui. Du coup, est-ce que tu envisages le fait de te lancer dans une aventure où tu ne connaîtrais pas des actrices et des acteurs ? Je pense qu'au fond, on écrit... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma partie, mais moi, j'écris vraiment en pensant aux acteurs et aux actrices. Même si parfois, on ne les a pas du tout contactés. Par exemple, Emmanuelle DeVos, qui joue avec Raphaël dans L'Homme d'argile, je ne l'avais pas du tout contactée. Et pourtant, elle était mon fantasme en écrivant. C'est-à-dire, en tout cas, ça vous guide. Et moi, je me dis, même si au final, l'acteur ou l'actrice... auquel on a pensé en écrivant ne fait pas le film, c'est pas grave, c'est comme une étoile, quoi, ça vous guide. Je sais pas, parce que un personnage, si moi j'arrive pas à penser précisément à quel corps va l'incarner, quelle voix vais-je entendre et tout ça, je j'arrive pas vraiment à me projeter. Donc j'ai besoin de cette fille. Moi je fais un cinéma où c'est beaucoup le corps qui raconte, donc j'ai besoin en tout cas de me projeter. Et je pourrais pas rencontrer les acteurs comme ça. Ok. Nathan, comment toi tu envisages cette relation idéale en fait de travail ? Y a plein de choses que je partage et qui sont hyper intéressantes, qui ont été dites par Anaïs. C'est vrai que aussi j'écris. Quand j'ai fait mes films complètement amateurs pendant toute mon adolescence, c'était quasiment tout le temps Luna et Julie qui étaient dedans. Et qui était recouverte de sang chaque week-end. Donc c'était... À un moment, on a tourné en rond, quoi. Enfin, il fallait avancer. Donc c'est vrai que quand j'ai écrit Les Drapeaux de papier, moi j'avais envie de faire un film professionnel. J'avais fait que des films sans argent et complètement amateurs jusqu'à maintenant, dans le sud de la France, à Péménade. Donc là, j'avais envie d'un peu autre chose. Et en écrivant Les Drapeaux de papier, effectivement, j'ai trouvé Noémie. Je regardais un peu les actrices qui avaient l'âge de mon personnage. Et il y avait un article. Noémie n'était pas connue comme elle l'est maintenant à l'époque. Elle n'avait pas encore fait Porter la jeune fille en feu. Il y avait
les Olympiades, elle n'avait pas fait, l'Innocent, elle n'avait pas fait. Enfin, il y avait plein de films qu'elle n'avait pas fait, donc c'était pas la même Noémie. Enfin, Noémie est restée la même, mais sa notoriété n'était pas la même. Donc, bref, je vois un article à Allociné qui parle d'elle dans un tout petit film. Je regarde ce tout petit film et je la trouve extraordinaire, parce que même avant d'être connue, elle était déjà extraordinaire. Et voilà, donc je me suis mis à me dire peut-être qu'elle est un peu accessible, que c'est pas la plus grosse star de France, ce qui n'était pas, et peut-être que du coup ça peut me guider. Effectivement, son visage me guidait pas mal. Donc j'avais une photo de Noémie sur mon bureau, alors que je la connaissais vraiment pas du tout. Et j'écrivais, je regardais des interviews d'elle pour voir un peu comment elle parlait. Mais effectivement, ça aide beaucoup, je trouve. Enfin, mais même, tu as les mots de quelqu'un, sa physicalité, sa façon de bouger, c'est tellement... En fait, je trouve que ça raconte... Enfin, on peut prendre des choses pour raconter un personnage grâce à ça, et que le personnage, du coup, nous dit des choses de lui-même, sans que ce soit à nous d'aller les chercher. Enfin, moi, je trouve ça assez chouette. Et ensuite, j'ai eu la chance que je suis allé voir Noémie à une avant-première où elle présentait un film, et je suis allé la voir et je lui ai dit, j'ai écrit un scénario. J'avais donc 16 ans, et je lui donne le scénario, j'ai écrit un scénario pour vous. Et j'ai eu la chance que Noémie soit quelqu'un de curieux et qu'elle le lise et qu'elle m'appelle et elle me dit je l'aime bien ton film, viens on prend un café ensemble. Et voilà, et donc finalement elle a accepté de faire le film. Et ça a été vraiment super et ça a forgé quelque chose. Effectivement, j'avais tourné avec que les mêmes personnes, donc je connaissais la relation de confiance avec les acteurs. Et à quel point c'est important. Et surtout, moi je trouve que, comme je disais, on a vraiment de la chance de faire du cinéma. Enfin, j'ai l'impression que c'est un énorme privilège et c'est vraiment, il y a quasiment presque tous les métiers autres de la Terre sont plus pénibles que faire des films. Même si on se croit un peu torturé et tout, franchement ça va, on est bien lotis. Enfin, faut se calmer un peu. Enfin moi, par exemple, le mythe de l'artiste torturé et tout, c'est pas trop un truc que je partage. En fait, on est tellement, même si c'est pas un métier qui est précaire quand même, enfin c'est un intermittence et tout, mais je parle en termes de joie. Enfin, c'est quand même vraiment un truc cool. Enfin, si c'est faire des films pour en souffrir, je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Comme les critiques de cinéma qui n'aiment rien. Je suis en mode, n'allez pas voir des films si vous aimez pas les films. Ça ne sert à rien, vous vous faites du mal. Et donc, j'ai eu la chance de faire, j'ai eu la chance de faire le film avec Noémie, et ça a été super parce que j'ai un peu vu le prolongement de mon travail avec mes amis, parce que Noémie est devenue une amie très vite. Elle avait 10 ans de plus que moi, mais bon, je voyais pas non plus. Enfin, elle arrivait à m'écouter et à me donner autant d'importance qu'elle donnait à n'importe quel autre réalisateur. Enfin, j'avais l'impression en tout cas. Et c'était vraiment, vraiment. Moi, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit en confiance, il faut que ça soit sain. Enfin, si c'est pour faire des films, encore une fois, dans un truc conflictuel et d'essayer d'aller chercher, enfin, prendre à un acteur quelque chose qu'il veut pas vous donner ou quoi. Enfin, en fait, ça sert à rien, c'est trop bizarre, on ne traite pas les gens comme ça. Enfin, moi, je pense qu'il faut juste faire des films ensemble et être clair sur ce qu'on veut pour qu'un acteur il vous donne ce que vous avez envie de lui, en fait, parce que c'est votre film et l'acteur est là pour le film. Et c'est trop bien si ça devient le sien aussi. Enfin, s'il comprend ce que vous voulez, ça va devenir le sien, et ça, c'est trop chouette. Comme celui de l'équipe. Moi, je trouve que c'est trop important aussi qu'on communique énormément avec l'équipe et que tout le monde sache quel film on est en train de faire, pourquoi on le fait. Et je vois vraiment pas ça comme un truc individualiste ou en mode c'est ma vision et de toute façon c'est moi qui l'ai écrit le film. Donc ça on est tous d'accord là-dessus. Mais le but c'est qu'il devienne assez collectif. Et ensuite voilà, j'ai eu la chance, Guillaume il a été formidable aussi et c'était à peu près la même relation avec lui. Puis Camille, en fait j'ai l'impression que quand on est assez clair, enfin moi en tout cas le premier rendez-vous que je fais avec les comédiens, je leur dis un peu tout ça. Et je leur dis, voilà, les termes, c'est que j'ai envie qu'on s'amuse et que ça soit trop chouette de faire ce film et qu'on explore plein de choses ensemble et que ce soit toujours ce que toi, tu es prêt à me donner et que moi, je vais rien prendre si toi, tu n'en as pas envie. Et, et voilà, et après, c'est trop chouette. Enfin, franchement, j'ai eu trop de chance. Noémie, Guillaume, Camille et tous les seconds rôles et même les rôles les rôles de une journée sur des films que ce soit des acteurs identifiés ou non, c'est tellement un plaisir de travailler avec des comédiens et après, des comédiennes. Tout à l'heure, Raphaël disait qu'il avait travaillé avec un réalisateur qui avait qui était très précis, qui voulait vraiment des choses très très précises. Est-ce que, dans ma question, l'idée c'est est-ce que vous avez cette souplesse? Est-ce que vous avez une forme de souplesse dans ce que va vous proposer le comédien ou la comédienne? Ou est-ce que vous avez une idée très précise? Après, Guillaume, ça sera à toi de parler, et Raphaël, mais est-ce que vous avez une idée très précise? Est-ce que toi, tu as une idée très précise? Okay. Alors, mais ce que je dis, oui, quand je dis collaboratif, c'est dans un sens où
il faut tous qu'on comprenne ce qu'on fait, mais effectivement, par exemple, Tony en famille, moi, c'était un film que je voulais faire un peu comme une pièce de théâtre, parce qu'il y a 6 comédiens quasiment tout le temps, donc j'ai la chance de travailler avec des adolescents aussi, ça c'était vraiment hyper instructif. Et voilà, quand on travaille avec des adolescents, c'est impératif que le tournage soit un endroit sain. On ne peut pas infliger, les adolescents, ils doivent pas travailler. En France, on ne fait pas travailler un mineur, enfin ça n'existe pas. Sauf pour des jobs d'été ou quoi quand il a 16 ans, mais on ne fait pas travailler avec cette intensité un mineur. Donc, si vous l'amenez sur un environnement de travail qui est toxique, enfin, vous allez le marquer à vie, c'est horrible. Enfin, vous allez pourrir sa vie parce c'est un monde d'adultes qui peut être extrêmement toxique. Hein. Il y a plein de réalisateurs qui travaillent encore qui font ça. C'est extrêmement pénible. Qui créent des tournages. Enfin, moi, mes acteurs, justement, mes ados sur Tony m'ont raconté des choses horribles qu'ils ont vécues, et même sur des castings ou des trucs où je me dis, mais pourquoi écrire avec des adolescents si c'est pour les faire souffrir? Bref. Mais donc, il se trouve qu'ils étaient 6, pardon, je m'égare, et il fallait que ce soit très écrit, sinon ça allait être la foire, enfin, c'est le bordel. Si chacun se met à improviser, qu'il y a 6 personnes sur le plateau, et notamment des adolescents, et une femme de 20 ans, une femme de 40 ans, une jeune fille de 20 ans, un garçon de 12 ans, enfin en fait on ne s'en sort pas. Si chacun pas, et surtout les impros à 12 ans vont très vite vers le pipi caca quand même. Les blagues sont assez limitées. Donc voilà, il fallait que ça soit cadré, donc effectivement c'était à la lettre près, mais quand je dis collaboratif, pour moi c'est comme au théâtre, c'est pas parce que le texte est très cadré que ce n'est pas collaboratif, et le but c'est qu'il y ait quand même un dialogue, et que tu vois Camille elle venait me dire, ce mot par contre vraiment il ne sortira pas de ma bouche, j'y arrive pas, et ça évidemment, mais bon, et là aussi c'est là que c'est chouette d'écrire avec des comédiens en tête, c'est que Camille, mais je pense que j'ai regardé tous les interviews possibles et imaginables de Camille Cotin disponibles sur YouTube, du coup en écrivant, pareil, j'avais sa diction en tête, et elle m'a dit, et ça m'a fait trop plaisir en lisant le film, que c'est l'une des premières fois qu'elle lisait un film où elle s'entendait respirer en lisant. Et ça, j'étais trop content. Et je pense que c'est important dans la relation avec l'acteur de vraiment le considérer, de ne pas imposer quelque chose qui ne lui ressemble pas, ou alors si le but c'est ça et l'acteur le demande et on va chercher un truc qui est vraiment loin. Mais en même temps, je trouve ça chouette aussi, même si c'est loin de l'acteur, de se dire mais qu'est-ce qu'il est et comment on va atteindre ça. Je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, à force d'observer, de sentir l'acteur, l'actrice que tu vas filmer, enfin, ou que tu penses que tu vas filmer en écrivant, ça te permet, enfin, après ça c'est mon point de vue, mais moi par exemple quand j'écris, je fais l'univers esthétique est très fort, en tout cas l'univers dans lequel vont baigner les acteurs, les actrices, il est extrêmement en place, la dramaturgie elle est extrêmement en place. Après, moi, comme je suis dans un truc le plus taiseux possible, on va plus travailler, enfin, je sais pas comment dire. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est vachement de filmer la pensée des personnages que les mots qu'ils disent. C'est-à-dire, c'est tout ce qui vient avant la réplique qui m'intéresse beaucoup plus. Et donc, ce qui est primordial, c'est qu'on soit très d'accord sur ce qui est en train de se passer dans la séquence. Et ça, généralement, on en parle énormément, même au moment de l'écriture du scénario, en tout cas avec Raphaël, pour que lui aussi se fasse son chemin de pensée. Parce que je trouve que pour un comédien, une comédienne, il n'y a rien de pire que de sentir qu'il débite de la réplique. En tout cas, peut-être parfois en comédie, ça peut très bien marcher, je ne dis pas. Mais en tout cas, dans ce que moi je cherche, c'est pas envisageable du tout. Et donc il y a un truc vraiment d'être dans la sincérité je te laisse les clés du camion, c'est ta séquence. Voilà. Et dans L'Homme d'Argile, il y avait une réplique que je voulais qu'il sache par cœur, c'était tout. C'était pas c'était pas compliqué. Et après, moi, j'ai envie aussi, juste pour finir, d'inverser la chose aussi, parce que j'ai été de l'autre côté, et je me suis rendu compte que quand on est comédien et comédienne et qu'on recherche du travail et qu'on a envie de passer des castings et qu'on a envie d'aller à la rencontre de réalisatrices et de réalisateurs, il y a un truc souvent qu'on fait mal, c'est qu'on a tendance à se dire « faut que ça marche, donc je vais bastonner ». Donc je vais envoyer des mails partout, donc je vais envoyer ma bande démo partout, donc je vais envoyer des MP sur Facebook, sur Instagram. Et en fait, quand tu es de l'autre côté et que toi, tu reçois ces messages-là, souvent, c'est très désobligeant parce que c'est des gens qui n'ont même pas regardé quel cinéma vous faisiez,
quel scénario vous écriviez, quel était votre univers. Et donc, non, c'est pas un truc de je vous propose mes services. Non, c'est est-ce qu'on est capable de collaborer ensemble? Est-ce que le cinéma, en fait, et moi je pense que plus on est juste et sincère, chacun et chacune avec notre démarche, le plus on a de chances de rencontrer et de faire des vraies rencontres qui durent dans le temps. Parce que si c'est juste la foire d'empoigne, en termes de quantité, on inonde, mais ça ne mènera nulle part, jamais. Parce que c'est des messages qu'on ne voit même pas, parce qu'on sent que c'est pas sincère, parce qu'on sent que c'est un copier-coller. Et donc moi, et puis pour nous, c'est vexant. Parce que Nathan n'est pas du tout Anaïs. Il y a une vraie différence. Et moi, je pense que c'est important, quand on est comédien et comédienne, de vraiment s'intéresser à ce qu'on fait, quoi. Oui, absolument. Mais c'est une vraie clé. Hein. Absolument. Et c'est vrai que c'est important de le dire ici aujourd'hui. Et c'est pareil aussi pour les directrices et les directeurs de casting. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment important de s'intéresser à leur travail, de voir un casting et de se dire le casting était vraiment bien, qui l'a fait, mais de vraiment parler en fait des choses. Et effectivement, d'être peut-être moins dense dans ses envois. Mais en fait, c'est dans la précision qu'on trouve, je crois, la rencontre de qualité. Mais c'est vraiment pour moi, la précision, c'est vraiment la clé, quoi. Il faut être précis. Dans quel genre de cinéma j'ai envie de jouer? Quel film j'ai adoré? Aller regarder. En plus, on a des ressources incroyables. Tant qu'il y a on peut vraiment aller à la rencontre d'un univers, d'une personne, et que ça nous touche en tant que comédien, comédienne, plutôt que de passer du casting pour passer du casting, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume, quelle est ta relation de travail idéale, toi? La confiance. Voilà. Oh bah non. Non, mais la direction d'acteur, c'est vraiment un truc que j'ai découvert tard. Parce que je me suis intéressé tout d'abord à la technique, à fond technique. Et puis c'est qu'après l'école où encore une fois, en ouvrant un livre sur la direction d'acteur, et oui, il y a de la théorie sur la direction d'acteur, c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend même pas à l'école, alors que c'est la réalisation, c'est quand même majoritairement de la direction d'acteur, quoi. Et c'est fou que ça soit une matière si obscure, ou alors j'ai vraiment fait la mauvaise école, mais de ce que j'entends, c'est assez absent de toutes les écoles, et c'est trop triste. Comme s'il n'y avait pas le savoir-faire en France, ou je sais pas. Et du coup, du côté des États-Unis, il y a des gens qui aiment bien tout théoriser, donc du coup, on peut avoir des livres, et je vous conseille celui que j'ai lu. Alors, j'en ai eu qu'un, mais il était vraiment bouleversant. Ça s'appelle Directing Actors de Judith Weston ou Weston, je ne sais jamais. Bref, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais hyper intéressant, hyper méthodique et tout. Et là, on découvre que, il y a des méthodes, il y a du vocabulaire qu'on peut utiliser, en fait, c'est théorisé, c'est très concret, voilà. Et ouais, ça m'a passionné d'un coup sur ça. Je me suis dit, en fait, c'est génial, mais c'est ça que je veux faire. Et voilà, et après, la relation idéale, je disais la confiance, parce que du coup, je me reprojette des années avant, ou en école dessinée, ou ce que j'ai pu observer et tout, où en fait, on est tellement focus sur notre image et tout, sur notre réalisation, en oubliant les comédiens, qu'en fait, on parle presque pas aux comédiens. Dès qu'on va dire couper, on va dire faut changer ça, la technique et tout, et le comédien, il est là tout seul devant la caméra, et il se dit on s'en fout finalement de mon jeu, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir corriger les problèmes techniques, de dire c'était flou, le travelling il accrochait, machin, ça c'est hyper simple à dire. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à se les garder de côté et se dire ok, on va parler d'abord aux comédiennes, aux comédiens, et puis ensuite la technique. Et en vrai, généralement, s'il y a un défaut de point et tout, les autres l'ont vu, donc on n'a pas besoin de le dire, quoi. Voilà, donc ça. Remercier aussi les comédiens à chaque fois. J'aime bien dire merci à la fois des prises. Et quoi d'autre? Non, ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec les comédiennes et comédiens, si on les connaît depuis longtemps ou pas. Mais il y a évidemment une forme de prudence au début, parce que c'est de l'humain, et du coup, faut pas froisser, faut encourager, faut rassurer, et en fait, on est le seul garant et on est la seule personne qui est là pour juger son travail. Et du coup, s'il n'y a pas cette confiance de la part du comédien pour s'en remettre totalement à la réalisation,
c'est là où ça peut créer aussi peut-être un jeu d'acteur un peu faussé et tout, parce que du coup, il va s'auto-juger, il va devenir réel du propre film et s'auto-juger sa prestation, et c'est là où on perd l'authenticité, parce qu'il est juste en train de fabriquer un truc artificiel. Bref, et ce que je voulais dire, c'est que c'est génial quand on a bossé avec des comédiens depuis longtemps, parce que du coup, tous les filtres, ils ont un peu sauté. Parce que la confiance est là, et de toute façon, on sait tous qu'on est là pour faire quelque chose de bien. On essaie au maximum de faire quelque chose de bien, et c'est collaboratif. Et du coup, je sais que ça m'est déjà arrivé, et enfin, ouais, même avec Bastien Huguetto, Roxane Brett, Gabriel Mérité qui est là quelque part et tout. Et ben de Samuel Durana aussi, bref, le comédien avec qui j'ai beaucoup tourné, de s'autoriser carrément à. Bah déjà, il s'autorise beaucoup à les premières prises à tenter tout et n'importe quoi, même si c'est. Enfin, j'ai des souvenirs avec Bastien qui nous faisait des propositions absurdes, mais c'est génial. Et puis après, il sait que de toute façon, il y aura une autre prise. Il sait qu'on va pas faire. Allez, coupez, c'est bon, tu vois. Et donc voilà, il sait qu'on va prendre le temps de chercher quelque chose. Et même de pouvoir s'autoriser à dire à un comédien, bon, on l'a refait, mais tu fabriques pas. Bah ça peut être très cassant, tu vois, si tu connais pas la personne ou quoi. Et puis en plus, tu peux te tromper. Peut-être que la personne n'était pas du tout en train de fabriquer, dire mais j'ai pas du tout fabriqué. J'étais hyper authentique, j'y croyais à mort à ce que je faisais. Et donc ouais, c'est génial, je trouve, d'arriver à un degré de genre pouvoir dire bon vas-y, on la refait, mais tu fabriques pas. Et tu le connais tellement que tu sais très bien s'il fabrique ou pas. Et du coup, on enchaîne, il fait ouais vas-y. Et voilà. Et ça, je trouve ça génial aussi d'avouer qu'on a des failles, des failles. Et la fabrication peut être très bien faite, et tant mieux et machin, mais bon bah voilà. Mais sinon, ouais, en fait, sinon peu importe avec qui on travaille, bah forcément il y a une phase d'adaptation pour voir quels outils on va utiliser pour diriger, qu'est-ce qui marche le mieux avec tel ou tel comédien, est-ce qu'il faut beaucoup parler ou très peu parler, est-ce qu'on va utiliser du sous-texte, est-ce qu'on va utiliser les intentions, est-ce qu'on va utiliser, enfin bref, plein d'éléments comme ça. Mais en fait, peu importe le grade, on va dire, ou la reconnaissance publique du comédien, ça reste des humains qui ont besoin d'être assurés, qui ont besoin d'être guidés, qui s'en remettent normalement à vous en tant que réal pour faire, parce que c'est leur job et c'est notre job. Et du coup, par exemple, ça a été un régal de tourner avec Thibaut de Montalembert. Il était vraiment incroyable. Audrey Fleurot aussi. Ouais, il y a des comédiens où il faut leur justifier tout pour rien que se positionner là. Il faut leur dire non, mais en fait, tu t'approches là parce que tu vois, il faut lui inventer l'histoire parce que machin. Et du coup, je commençais à faire ça avec Thibaut, et Thibaut, il me dit non, mais Guillaume, dis-moi où je dois être, j'y serai. Et je fais ah putain, merci Thibaut, merci. Parce que sur d'autres tournages, c'était pas comme ça. Mais donc, ouais, ça fait du bien. Et puis, suivant les projets aussi, je me suis rendu compte pour le plan séquence, il faut aller chercher des comédiens qui ont fait du théâtre, qui savent apprendre du texte en masse, et qui savent mémoriser des positions, et qui savent tout ça. Et ouais, hyper important. Merci beaucoup. Raphaël, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as travaillé avec des gens qui étaient très très pointilleux à les virgules près. Si je me suis bien renseignée, j'ai lu que tu avais aussi travaillé avec des gens qui te laissaient une plus grande liberté, même de changer du texte ou de. Alors, où est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens le mieux? Est-ce que tu aimes les deux méthodes? Et quelle est pour toi la relation de travail idéale? Oui, tout d'abord, moi, j'ai jamais tourné deux fois avec le même réalisateur ou la même réalisatrice, à part le cas particulier d'Anaïs, où pendant des années, on échange, il y a une co-construction, il y a des allers-retours, donc c'est vraiment c'est captivant, c'est grisant, on rentre complètement, on est en osmose les deux, parce qu'elle me faisait régulièrement des retours sur ces différentes étapes d'écriture, on commentait, on en discutait. Ça, c'est vraiment un cas particulier qui, pour moi, est des moments d'exception dans ce métier-là. Et bon, on a tous parlé de confiance, mais je voudrais parler aussi de liberté. Lorsque l'on reçoit un scénario, lorsqu'on est retenu pour un film, on reçoit le scénario, et quand on lit un scénario, c'est un peu comme au théâtre, quand on lit une pièce,
on se l'entend la dire, la jouer, on s'entend, on se met déjà dans le personnage. Et quand tu arrives sur scène ou alors sur un plateau, le réal ou le metteur en scène te dit oh, bah, bon, c'est bien, mais c'est pas du tout ce que j'attendais de toi, quoi. Donc on est obligé un peu de retravailler, sachant que moi je n'aime pas du tout répéter au cinéma. Je déteste ça. J'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas mon truc. Et je parlais de liberté, c'est parce qu'on discute avant avec la réalisation, et puis il y a toujours cette phrase, ces phrases d'échange qui dit et toi tu travailles comment, et toi tu travailles comment tu aimes bien travailler, comment tu aimes bien travailler. Et déjà ça nous guide un petit peu sur ce que peut être ce travail sur le plateau. Et pour prendre l'exemple par exemple de ce que j'ai tourné dernièrement, L'envol de Pietro Marcello, ou alors le film de Giovanni Alua, Le Domaine. Je crois que c'est quand ils nous ont vus, ces réalisateurs-là m'ont vu en action. Ils ont dit vas-y, propose. Bon, pour le film de Pietro, ça avait été réécrit par une co-scénariste française. C'était extrêmement bavard. Et moi, je disais écoute, Pietro, il faut que je te dise, moi, je voudrais bien supprimer toutes les répliques parce que j'ai l'impression de commenter ce que je suis en train de jouer. Et là, il m'a dit, vas-y, si ça ne va pas, je viendrai te le dire. Pour Giovanni, quand on s'est rencontré sur le plateau avec Patrick Dassansao, tout de suite, dans la vie et puis sur le plateau, il a senti qu'il se passait quelque chose de très naturel, comme si les deux larrons en foire, comme si on se connaissait depuis 50 ans, alors que j'avais juste tourné un petit bout de film avec Patrick. Et là, il nous a dit, allez, et puis même, il a changé des séquences en nous voyant jouer, en fait. Et il nous a donné aussi une grande liberté. Mais le fait aussi de travailler avec quelqu'un qui est exigeant, c'est pas difficile, on l'accepte parce que c'est une façon de travailler. On doit être à l'écoute de ce qu'on nous demande aussi, donc c'est vachement important. Et en plus, des fois, bien souvent, on a envie toujours de faire mieux, dire merde, là, j'ai pas envoyé ce qu'il fallait sur ce plan. Et quand la réalisatrice ou le réalisateur dit on change de plan, on change de séquence, ça lui appartient. C'est pas à moi de dire attends, c'est pas bien, je voudrais qu'on la refasse ou autre. Si c'est ce qu'il a est bon, si ça lui convient, on enchaîne. Bon, en plus, moi, je regarde jamais les combos parce que j'aime pas du tout voir ce que je fais. Déjà, le voir en salle, c'est terrible. Mais non, parce que j'ai peur que ça. Moi, je sais que ça m'influencerait dans le mauvais sens, je pense, de regarder ce que je fais sur le combo. Mais voilà, moi, je crois que confiance, liberté, et puis puis il y a du collectif aussi. On n'est pas là que pour jouer, parce que des fois, ça accroche sur le plateau avec certains comédiens, entre les comédiens et la réalisation. On est là aussi pour un petit peu essayer de tempérer tout ça, chacun à notre façon, pour que l'envie d'aller tourner chaque jour soit optimale, quoi, que ce ne soit pas une corvée en disant merde, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Et on a besoin aussi il y a un petit peu un moment de communauté, parce qu'on sait que le cinéma, c'est le monde de l'éphémère. Hein, on est les meilleurs amis du monde pendant 2 mois, puis au bout de 2 mois, un jour, c'est normal, on part tous à droite, à gauche. Donc il y a aussi, notre rôle n'est pas uniquement de jouer, mais d'être là aussi pour participer de la cohésion d'un groupe, quoi. Merci beaucoup. Alors, question qui pourrait paraître poil à gratter, mais je vous assure, ça n'est pas le cas. En fait, est-ce que le fait de retravailler avec un actrice ou une actrice, bon, enfin, vous avez compris, actrice, acteur, actrice, voilà, ne risque pas parfois du coup de l'enfermer, de vous enfermer dans une création et de retravailler toujours dans le même sens avec cette actrice ou cette actrice. Je vous dis ça parce qu'en préparant la table ronde, on avait cette discussion avec Gigi Ledron et qui me disait qu'en travaillant avec une réalisatrice, elle l'avait pris dans un rôle d'avocate, là on était dans quelque chose de très factuel, et que du coup cette réalisatrice la reprenait régulièrement. Alors elle adorait ça, retravailler avec elle, mais du coup ça l'enfermait un petit peu peut-être, enfin ou pas d'ailleurs. Quel est votre avis là-dessus ? Moi je pense que c'est comme je vais faire une métaphore, mais c'est comme une relation d'amitié ou d'amour. Sur le long, en fait, il faut se surprendre. Donc, il ne faut pas... là, par exemple, le rôle de l'homme d'argile pour Raphaël,
il est taiseux, il a un handicap, il est extrêmement tendre et doux. Je sais que ce que je suis en train de préparer pour lui la prochaine fois, c'est une immondice, c'est un salaud. Et voilà. Et en fait, c'est aussi, est-ce qu'on peut, c'est de continuer sa relation en s'amusant. Et il y a la joie d'écrire un nouveau récit, puis il y a la joie dans la relation de surprendre l'autre en disant, moi j'ai trop hâte de lui dire, tu vas voir ce que je t'ai réservé. et de se dire, la relation, elle est voilà, c'est se surprendre tant dans ce qu'on construit en termes créatifs que humainement, quoi. Et je crois que, on parlait là à l'instant de ce que c'est qu'un tournage et tout, mais je crois qu'il faut toujours garder la joie un peu enfantine de qu'est-ce que c'est que voilà de ça. Et donc non, moi j'ai pas l'impression. Après, il y a quand même un effet. Et je dirais pas que c'est quand tu retravailles avec la même personne, c'est que si la personne elle est connue dans tel type de rôle. Par exemple, on peut parler d'Audrey Tautou, qui ne s'est Amélie Poulain, c'est pour toujours. Et je pense qu'à une époque, elle a saturé parce qu'on lui proposait la même chose. Et là, voilà, on verra pour Raphaël, mais qu'est-ce qui sort, par exemple, après L'Homme d'argile, où il a vraiment, il est de tous les plans. Et est-ce que derrière, on va lui proposer énormément de rôles de personnes tendres et taiseuses, le brut au cœur tendre. Est-ce que ça va... on ne sait pas, en fait, de ce que ça va être. Donc, moi, je pense pas... en tout cas, je pense pas que ça enferme de retravailler ensemble parce qu'on évolue, quoi. La personne qui écrit un film il y a 5 ans n'est pas la même aujourd'hui. Et donc, les envies sont plus les mêmes. Et je veux pas, moi, je suis dans un truc de joie et de confiance encore, quoi. De grandir ensemble. Ouais, de grandir ensemble. Oui, et puis je crois, moi, du point de vue du comédien, c'est toujours un peu handicapant au début quand on commence. Je vous dis, bon, ça fait pas très longtemps que je suis dans ce métier, mais quand tu es découvert comme un paysan bourru, après on va te confier un rôle de tôlard, après il y a un enfermement, c'est lié au physique, parce qu'on cherche un physique, et ce physique-là doit obligatoirement inspirer ça, c'est-à-dire voilà, le gros, dur, et ça, on arrive à s'enfermer, mais c'est toute l'importance aussi des castings, d'expliquer aussi quand tu es retenu pour un casting, de dire aux directrices de casting, écoute, tu sais que ma palette, elle est quand même un petit peu plus large que le mec bourru, quoi, tu vois. Moi, je voudrais bien qu'on me confie, par exemple, toi, un cinéma romantique, je m'y sentirais vachement bien, ou alors d'autres rôles, comme j'ai fait avocat ou autre. Et ça, c'est en avançant aussi des réalisateurs qui te font confiance et qui t'amènent là où on ne nous attend pas, quoi. Et ça fait le plus grand bien, et puis ça fait aussi progresser, parce qu'on est dans des registres très différents, et ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai eu la trouille au début, vraiment, d'être enfermé là-dedans, quoi. Et c'est politique, hein, parce que je pense que le fait que le réalisateur, la réalisatrice ou les directeurs de casting s'amusent à déconstruire aussi des stéréotypes de le tôlard aura telle tête, et ça offre des représentations différentes, et donc ça nourrit différemment l'histoire. Enfin, la représentation est super importante, et je trouve qu'on sur beaucoup de, je ne citerai pas de plateforme ni rien, mais on nous c'est un peu, vous nous avez pris pour des stupides, quoi. Enfin, c'est un peu fatigant, quoi. Donc non, moi je pense faut aller toujours du côté de la singularité et de la surprise, et de s'amuser, quoi. Ça offre une liberté pour toi. Pour déconstruire et donc reconstruire le monde aussi, comme ça. Mais dans la joie et la bonne humeur. Nathan. Oui, je suis d'accord. Je pense que, en plus, quand on tourne avec des comédiens, là, le plus récemment, c'était Camille. On a l'impression, c'est un moment très privilégié, un tournage, et on a l'impression de découvrir des choses que le monde entier ne sait pas, et de voir, je sais pas, parce Camille, elle était là tous les jours du tournage. Elle était là présente dans toutes les scènes, donc 33 jours sur 33. Donc on a vraiment le temps d'apprendre à se connaître quand même. Et d'Anthony, elle avait quand même pas mal de choses à jouer, assez différentes. Il y a des scènes très dans l'écoute, il y a des scènes très démonstratives, il y a des scènes... et Yves, elle est là du début à la fin, quoi, donc elle doit occuper l'écran, donc si elle joue la même chose du début à la fin, c'est un peu chiant. Et c'est vrai que voilà, y avait des choses où je me disais, ah punaise, mais ça j'ai l'impression de l'avoir jamais vu chez Camille en étant témoin du tournage, et ça alimente mon imaginaire, et même pour les prochains, enfin, c'est vrai que je pense même que je serais gêné de reproposer à Camille le même rôle, ou un rôle qui ressemble. Je me dirais, c'est un peu intense. Déjà, elle, est-ce qu'elle a envie de rejouer la même chose là maintenant ?
Je sais pas, moi en tout cas, ça nourrit plus, même pour Noémie, Guillaume et tous les autres acteurs. J'ai l'impression, comme je suis à un moment privilégié avec eux, d'avoir accès à quelque chose auquel j'aurais pas forcément accès dans la vie, parce que c'est pas eux qui y sont. De les voir jouer, je me dis, ah, donc elle sait trop bien faire ça. Mais trop chouette. Pourquoi le prochain personnage, je n'imaginerais pas beaucoup plus. Par exemple, Camille, elle sait tout faire trop bien. Mais il y a un truc qui me passionne chez Camille, c'est son écoute et son regard. Et je me dis qu'elle ferait vraiment un super personnage. Même si elle parle, j'adore aussi quand elle parle. C'est pour ça que Tony, c'est très loquace. Mais là, je me dis, pour le prochain, j'ai trop envie de retravailler avec elle. Et c'est un rôle un peu plus taiseux, un peu plus dans l'écoute, et qui est très, très différent de Tony, qui est beaucoup moins plein d'amour. Mais au contraire, ma relation avec Camille m'a inspiré beaucoup d'amour. Enfin, on est devenus très, très amis. Mais en même temps, je me dis, elle sait trop bien faire ça. Enfin, ouais, je trouve ça assez inspirant. Et c'est vrai que oui, il faut absolument que les directeurs de casting ils se détachent de ce que c'est un comédien. Et notamment, un exemple très précis, c'est les personnes queer et les personnages queer au cinéma. C'est vraiment... Moi, j'ai plein d'amis queer, du coup, ça, c'est un problème. De toute façon, il y a très peu d'acteurs queer en France et dans le monde, mais qui assument ou leur homosexualité ou autre chose. Mais parce que mes amis qui ont mon âge, on se dit c'est une nouvelle génération, mais ils me disent non, je dirais pas que je suis gay, je dirais pas ça parce qu'on m'appellera pas pour ce rôle-là, je le sais. Je jouerai plus ce rôle et c'est intense. Enfin, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut que ça change. Il faut pas on se dit mais cette personne ne pourra pas le faire parce que c'est un rôle d'hétérosexuel ou parce que ça veut dire quoi? C'est trop bizarre. C'est vraiment étrange. Enfin, le but d'un comédien, c'est que c'est un comédien. C'est qu'il change pour un rôle, quoi. Mais bref, ouais. Merci. Voilà. Guillaume, ton avis sur la question? Sur grandir ensemble, clairement, on grandit ensemble. Et je pense que moi, j'ai clairement vu un gap à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec des vrais comédiens. Parce que là, le film, il prend une autre dimension. En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est eux qui nous font croire à ce qui se passe, à la vérité de ce qui se passe et tout. Donc clairement, ça change tout. Voilà. Continuer de bosser avec les mêmes. Ça t'offre d'autres. Est-ce que au contraire, au lieu de tomber dans une sorte d'enfermement, comme le disait Anaïs ou Nathan, au contraire, ça t'ouvre, tu as envie d'aller tester d'autres choses puisque tu découvres des choses des comédiens et des comédiennes et que tu as envie du coup d'aller, plutôt que de les enfermer dans quelque chose. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément l'habitude d'écrire en pensant à une comédienne ou un comédien en question, mais plutôt en pensant à un ami ou quelqu'un que je connais. Et du coup, ça laisse libre après le rôle et pourquoi pas aussi de le réinventer avec la personne qu'on va caster. Et donc voilà, c'est pas le même fonctionnement, mais c'est proche. Et du coup, non, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de... Je sais pas, tout est possible. J'ai pas de réponse, je sais pas. Ouais. Okay. Merci. Ouais. Alors, tout à l'heure, Anaïs, tu as un peu parlé justement du fait d'être démarché. Ma question s'adresse d'abord à Nathan, Guillaume et Anaïs. Comment est-ce que vous vivez le fait justement d'être démarché, mais on va dire comme il faut, par des actrices ou des acteurs, comme tu disais tout à l'heure que tu écrivais en pensant à des actrices, comme par exemple Emmanuelle Devos aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même une part pour des gens qui viendraient justement, qui s'intéressent à ton travail, à votre travail, et qui se disent ce que j'ai envie de travailler avec elle ou avec lui, et est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça, ou est-ce que vous avez besoin de maîtriser, vous, la recherche des actrices et des acteurs? Non, se dire qu'on est dans une totale maîtrise, ce serait pas honnête, puis ce serait pas drôle. Il faut faire confiance à la vie. Enfin, je veux dire, il y a des surprises incroyables. Donc, si on se ferme en disant non, moi, je maîtrise tout et tout ça, c'est pas vivant, quoi. Après, évidemment que, en fait, c'est un mélange. C'est-à-dire que, par exemple, dans L'Homme d'argile, il y a des acteurs aussi non professionnels. C'est-à-dire que moi, je me vois pas tourner, par exemple, dans une région particulière
en faisant venir par quart des Parisiens et des Parisiennes. Je trouve ça... mais c'est très personnel, ça me dérange énormément parce que ce que je trouve très beau quand on filme un territoire, c'est qu'on filme pas que des paysages, on filme aussi les gens qui peuplent ces territoires. Et ils ont une certaine façon de parler, une certaine façon de bouger, ils ont des peaux, ils ont des accents, et c'est ça aussi quand on filme une région, enfin moi, que j'ai envie aussi de tourner, donc je peux pas... je pourrais jamais demander à un Parisien de me faire un Marseillais, je suis trop mal à l'aise pour faire ça. Et donc, dans ces cas-là, j'aime bien faire du casting sauvage, quoi. Vraiment aller en repérage aussi, en repérage de gens, et de travailler. Enfin, moi j'aime bien les assemblages acteurs professionnels, acteurs non professionnels, parce qu'il se passe quelque chose de très magique. Parce que je pense que quand on a l'habitude de tourner, on est dans une certaine routine face à tout ça. Et le fait d'avoir des gens pour qui c'est la première fois, ça réinvente aussi tout ce qu'est le plateau, tout ce qu'est le jeu. Et même dans le jeu des comédiens professionnels, ça apporte quelque chose d'extrêmement intéressant. Je sais que par exemple, Raphaël et moi, quand on travaille, on déteste psychologiser les choses. Genre dire non mais ça, tu dis ça parce qu'à 4 ans, t'as perdu ton chat et du coup c'est un peu dur. Ça, nous, on peut pas faire ça. On travaille beaucoup plus par le corps, se dire juste, je sais pas, j'en sais rien, imaginons un personnage est très timide, on a envie que ce soit très... Moi, je préfère dire, imagine, t'as super mal au ventre, t'as vraiment très envie d'aller aux toilettes, et du coup, ça donne une contenance, et on n'est pas en train de refaire tout un trajet. Et ça, du coup, c'est une méthode qui peut s'appliquer à tout le monde, aux pros comme aux non-pros, parce qu'on part juste de ressenti physique et pas du tout on n'est pas en train de se raconter une histoire dans sa tête qui en plus n'est pas une vraie histoire. Enfin, c'est trop zinzin pour moi, un peu trop gourou, quoi. Et après, non, bien sûr qu'il y a de la place pour les comédiens et comédiennes. Je veux dire, c'est tellement rare. Si un jour vous recevez un mail ou un texto ou un truc de quelqu'un qui a vu votre film, la façon dont il en parle, on va avoir envie de rencontrer la personne, en fait, se dire, je suis touchée. J'ai l'impression que quelqu'un... parce qu'au final, on n'est que des petits-enfants qui avons peur de ne pas être compris et comprises. Donc, se dire, tiens, cette personne-là, elle a vu ça dans le film, ça a l'air de... Ouais, rencontrons-nous. Mais ça, franchement, ça arrive... Enfin, moi, personnellement, ça ne m'est pas trop arrivé, quoi. Mais vous avez entendu. Mais je fais confiance à la vie. La vie réserve des surprises. Nathan ? Il faut aller voir L'Homme d'Argile qui sort la semaine prochaine. Et le film est magnifique. Moi, j'ai trop aimé. Les gens vont croire que j'attends des thèses. Tu sais. Non. Non, je dis ça juste pour aller au cinéma. Parce que c'est vraiment le meilleur film qui sort la semaine prochaine, je pense. Merci, Nathan. Mais... Ton rapport aux comédiens quoi, déjà qui viennent à ta rencontre. Ça fait trop plaisir. Oui, effectivement, je vois ce que tu disais tout à l'heure quand ça fait très générique et oui, effectivement, dans une période de sortie de film, on peut recevoir beaucoup de ce genre de messages et c'est dur déjà de répondre, d'essayer de donner de l'attention. Enfin, effectivement, on a l'impression qu'on répondra jamais à l'attente de la personne et qu'en même temps, là, il n'y a pas de tournage et c'est très lointain les temps entre les films. Et effectivement, quand on voit que c'est des messages qui sont pas très personnels, ça mène pas forcément très loin. Mais par contre, oui, quand c'est des messages, ça fait tellement plaisir et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux maintenant. Mais avant, il y avait le courrier. Mais comment ces gens connaissaient notre adresse ? Il fallait trouver les adresses. J'ai reçu 2 lettres à la sortie de Tony à mon adresse et c'était extrêmement flippant. Ça ne m'a pas du tout fait plaisir. C'était pas quelque chose de chouette. Mais voilà, les réseaux sociaux permettent ça et c'est trop chouette parce qu'on reçoit beaucoup d'amour et c'est vraiment, ça fait tellement plaisir. En fait, on a l'impression d'être une grande table ronde. Il y a plein de gens qui viennent nous dire c'est trop cool le film et ça c'est. Et quand il y a une proposition de travail, oui, c'est toujours un peu compliqué à gérer. Parce qu'encore une fois, quand on sort un film, et ça arrive à ces moments-là, quand ça fait 2 ans que le film est sorti, on reçoit quand même moins de messages ou d'intérêt. Le prochain film est tellement loin et il est à peine en gestation, c'est vraiment le début, qu'en fait c'est compliqué de se projeter. Je crois qu'il y a vraiment des moments, ou alors quand on est en casting, par exemple,
pour Tony, il fallait on a vu énormément d'adolescents pour trouver les 5 cadeaux. Et là, du coup, j'ai dû poster sur Instagram. On fait un casting. Si vous avez des neveux, des nièces, machin, venez. Parce que j'ose espérer qu'il n'y a pas des gens forcément trop jeunes qui sont aussi jeunes que ce qu'on cherchait sur les réseaux sociaux. Mais je recevais du coup des messages de gens qui me disaient ah bah si tu as d'autres rôles, moi ça me fait plaisir de passer le casting. Et ben là, souvent je les ai amenés, je leur envoyais le mail de Sophie. Et voilà, qui est ma directrice de casting, qui est formidable, Sophie Nenitodovic, que j'adore. Bah, ça pouvait créer des rencontres. Et je crois qu'il y a notamment un comédien et une comédienne, je ne sais plus exactement, mais qui sont venus au casting. Enfin, je me souviens très bien, je ne sais pas si c'est l'un et l'autre, mais je me souviens d'un comédien, en tout cas, qui est venu et qui m'avait contacté sur Instagram et qui a été super. Et c'était chouette de se rencontrer. Il n'a pas fait le film au final, parce que bah, ce n'était pas le rôle, mais il y a quand même des rencontres qui se passent. Et je crois que c'est important, effectivement. Et ça fait encore plus plaisir quand c'est des gens dont on admire le travail. Alors ça, c'est encore autre chose de recevoir le message d'un acteur ou d'une actrice ou d'un réalisateur et d'une réalisatrice dont nous-mêmes on admire le travail et qui nous dit ah, j'ai vu ton film et c'était vraiment trop bien, ce serait trop chouette qu'on se rencontre. Ah, ça fait vraiment ça fait plaisir parce que c'est du coup le rapport d'admiration s'inverse, c'est pas réciproque et c'est trop bien et c'est vraiment chouette. Mais je crois qu'il faut essayer de faire de la place un peu pour tout le monde, effectivement, sauf quand c'est très générique où là, bon, bah, ça paraît plus opportuniste qu'autre chose. Et en même temps, bon, bah, je crois on essaie tous de se faire sa place d'une certaine façon. Donc bon, je sais pas. Merci. Guillaume, comment toi, tu envisages d'être démarché? Est-ce que tu es ouvert à ça ou pas? Bah, genre, soit assez régulièrement, ouais, des bandes démos et tout. Bon, moi, je suis pas vexé si vous mettez pas un message, genre j'ai adoré ce que vous faites et tout. En vrai, je regarde, je trouve ça toujours intéressant et je me dis juste merci. mais en vrai, c'est hautement improbable que ça débouche sur quelque chose parce qu'en effet, ça tombe jamais au bon moment. Donc en fait, c'est juste, ouais, c'est de la chance. Là, vous jouez avec la chance, mais en vrai, pourquoi pas, il faut tenter. Et non, il y a juste une comédienne qui, très très tôt de la chaîne YouTube Les Parasites, Christelle Cornil, qui est en fait une super comédienne belge, qui nous a écrit et qui a fait un long pavé pour le coup, sans forcément mettre sa bande démo, mais en même temps, elle a déjà fait plein de trucs. Et après, tu regardes qui elle est et tu fais ah ouais, en fait, c'est une super comédienne et tout. Et du coup, on l'a fait tourner dans des films bénévoles, mais elle était vraiment en mode j'adore les propos que vous avez dans les films et tout. Et du coup, je suis hyper chaude si vous avez une comédienne voilà, un personnage qui pourrait me correspondre, je suis à fond. Et du coup, bah, elle est venue à plusieurs reprises. Et puis, bah, elle a joué aussi dans la série L'Effondrement suite à ça. Mais voilà, mais bon, c'était un cas et j'en vois pas d'autres, quoi. Mais donc ouais, clairement. Et puis c'est vrai qu'on a, ouais, c'est hautement improbable. C'est pour ça qu'il y a des castings en fait pour voir les gens et cibler un personnage. Et là, c'est vraiment hautement improbable que ça tombe juste. Et puis oui, on va avoir l'habitude de bosser avec les personnes avec qui on a déjà bossé parce qu'on sait à quel point un tournage c'est court, c'est intense et tout. Donc si on a déjà eu une expérience positive avec quelqu'un, bah, on se dit bon bah c'est reparti, c'est plus simple. Et puis on sait aussi à quel point c'est compliqué d'être comédien et comédienne. Donc si on peut faire bosser les potes, et bah on les fait bosser. Donc ouais. Mais j'avoue que c'est un métier quand même hyper dur où on se rend complètement dépendant de la vie et de l'accord des autres pour exister et pour pratiquer son métier. Ouais, j'ai pas de formule magique du tout pour, Oui, et en pour même choper temps, des rôles. et en même temps, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, on a dit aux actrices, aux acteurs qu'il fallait qu'ils prennent le travail là où il était. Et aujourd'hui, heureusement, c'est exactement ce que tu dis, Anaïs, c'est que on a aussi le désir de travailler avec des gens. Et c'est aussi ça que j'interroge, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant de savoir comment, quand on est une actrice ou un acteur, on peut se positionner pour dire que bah ouais, j'ai envie de travailler avec toi ou toi ou toi, enfin, et pourquoi, et d'avoir cette ouverture là, parce qu'en fait c'est aussi ça l'essence de notre travail, je pense. Et donc justement, Raphaël, comment toi, est-ce que tu abordes, est-ce que c'est de temps en temps tu vas solliciter un réalisateur ou une réalisatrice, ou est-ce que tu laisses ton agent te faire des propositions? Comment ça se passe? Il ne me viendrait pas l'idée de forcer des barrages pour aller pleurer chez un réalisateur ou une réalisatrice. Non, effectivement, pour moi, c'est le rôle de l'agent. Et puis, bien souvent, je tourne avec des réalisatrices dont je ne connais pas trop le travail. J'ai fait pas mal de premiers longs,
Donc c'est bien, ça c'est une découverte. Donc tu vas pas chercher de dire oh là ça y est, je suis tombé sur le plus grand réalisateur de France, c'est génial. Non, mais je crois que ça viendra. Je vous cacherai pas que j'ai certaines envies, mais je me dis que ça viendra peut-être un jour. Et puis faut rester patient. Ça me viendrait pas l'idée de faire ça vraiment. Non. Alors, je pensais pas du tout pour moi, c'est drôle que tu dises pleurer, parce que, en fait, c'était pas du tout ça. C'est juste, tu aimes le travail de quelqu'un Oui. et tu irais, en fait, te positionner aussi en disant, Oui. j'aimerais bien travailler. Tu vois, c'était Oui, ça oui, je l'idée. comprends. Mais c'est un peu forcer le barrage. Enfin, mais tu peux, bien sûr. Moi, je crois que ça se fait plutôt quand on se rencontre, plutôt que par courrier ou autre. Pour moi, je suis plutôt un gars qui est plutôt dans l'humain que dans l'artificiel des échanges, quoi. Ça peut arriver, oui, bien sûr. Si on admire le travail, bien sûr, on a envie d'aller le dire. Mais c'est pas dans le but de se dire essaie de penser à moi pour ton prochain film, quoi. C'était pas forcément l'idée, tu vois, c'était Ouais. juste de se rencontrer, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que non, mais en fait, c'est marrant parce qu'effectivement, on n'a pas forcément cette culture-là en France. Et en fait, c'est marrant. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis et il y a beaucoup plus cette culture de se dire, on va se rencontrer, peut-être ça donnera rien, mais juste on va échanger en fait dans un rapport. Enfin bon, voilà. Je vais Mais pas, malgré tout, il y a quand même toujours quelque chose qui peut être du domaine de comment. Que la personne qui va rencontrer quelqu'un, c'est sous-jacent quand même peut-être. Tu dis, bon, je crois que lui, il a envie de tourner, que je le fasse tourner. À mon avis, il y a quelque chose qui plane un petit peu là. Hein. Non? Pas forcément, mais après voilà, c'était ton avis que je voulais avoir, donc donc je te remercie, Raphaël. Alors, maintenant, j'ai une question un petit peu plus technique. Est-ce que vous pensez que la démocratisation de tous les moyens de fabrication des films et toutes les possibilités qu'on a pour les diffuser permettent aujourd'hui de vous donner plus de créativité et de faire travailler plus d'actrices et d'acteurs? Oui. Vas-y, Guillaume. Bah oui, pourquoi l'inverse? Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est évident, mais bah oui, il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de plateformes. Il y a même le CNC qui a une étude qui montre qu'en fait la France va être sous-équipée et sous-formée par rapport à tous les tournages qui vont arriver, avec toutes les plateformes qui naissent, etc., et qui ont injecté de l'argent dans les écoles de cinéma et dans l'industrie et tout. Donc, qui ont mis 300 millions d'euros, je crois, 100 millions dans l'éducation et 200 millions dans les studios de tournage et tout. Donc oui, en vrai, je pense que le numérique et les moyens de diffusion offrent de plus en plus d'opportunités. Voilà. Merci. Nathan, tu veux réagir? Je t'en prie. Désolé. C'était pas une lettre. C'était un truc urgent, mais je ne m'attendais pas à cette réponse. Non, mais moi, je pense que oui, effectivement. Enfin, je vois pas comment ça peut être l'inverse aussi, mais En fait, est-ce que pour vous, ça va être générateur de plus de carrière, plus de possibilités de travail? J'ai l'impression que, notamment avec les 48 heures et tout, pour le coup, et même moi, mon parcours, toi, je sais pas comment tu as commencé à être réalisatrice, mais nous deux, nos parcours, c'est vraiment pas possible sans cette démocratisation-là. Je crois, je sais pas d'où tu viens toi, mais moi en plus en venant de Péménal où j'ai vraiment zéro personne de ma famille dans le cinéma, donc j'ai même pas une seule personne que je peux appeler pour dire est-ce que tu peux me faire rencontrer un tel si j'ai pas accès à YouTube pour poster des choses, si j'ai pas accès à mon téléphone pour filmer ou à des, enfin même si après c'est compliqué parce qu'on crée pas du coup un emploi parce qu'on ne rémunère pas les gens. Donc ça, c'est peut-être là la nuance, c'est que en même temps, j'ai 12 ans, donc je vais pas payer quelqu'un. Enfin, ce serait vraiment intense. Et moi aussi, je le fais bénévolement. Je sais pas toi, quand est-ce que ça a commencé à être, parce que c'est ça aussi peut-être le truc, c'est que oui, on crée plus de tournages, mais est-ce qu'on crée de l'emploi? Parce qu'il y a beaucoup de tournages bénévoles aussi. Et ça, c'est aussi beaucoup d'investissements à demander aux gens. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand même, parce que on a l'impression effectivement de faire tourner des gens, et c'est trop chouette, et même pour un acteur, même pour sa bande démo, si c'est un super projet bénévole, comme faire un court-métrage d'étudiants à la FEMIS ou autre à Paris. Enfin, c'est trop bien. En vrai, ça crée des contacts et tout, mais ça peut pas être systématique parce que sinon, en fait, tout le monde se met à travailler gratuitement et on peut pas. Enfin, c'est pas viable autant pour les comédiens que pour les créateurs et les créatrices. Donc
Donc oui, je pense que en même temps c'est génial parce que ça crée, ça permet ça permet de se créer un réseau et en même temps, moi le réseau que je me suis créé à faire des films avec mes amis m'a pas aidé à rencontrer des gens à Paris. Donc il y a quand même vraiment aussi un problème de je cherchais un mot intelligent à dire, mais genre de géographie, mais enfin il y a vraiment Paris et le reste quoi. Enfin, où on est parisien et on connaît quelqu'un à Paris, ou bah on connaît personne qui peut nous aider à faire des films. Donc, et on peut en faire plein. Et ça, moi, ça m'a quand même aidé parce qu'après, du coup, je pouvais envoyer les films que j'avais fait par mail à des boîtes de prod à Paris. Mais effectivement, il y a quand même. Je pense que ce serait chouette qu'il y ait un lien un peu plus évident et que du coup, ouais, travailler de façon bénévole permette vraiment, en dehors de Paris, permette vraiment d'accéder plus tard à une professionnalisation de ça. Parce que bon, si ça reste bénévole toute la vie, ben on s'en sort pas. Surtout, on n'a pas le temps au bout d'un moment. Quand on doit... Moi, je vivais chez mes parents, j'avais 12 ans, donc j'avais le temps de faire des films. Mais quand on est... Moi, je vois des étudiants qui viennent à des projections de Tony qui me demandent comment faire, mais eux, bon, bah, ils ont un job étudiant parce qu'ils habitent plus chez leurs parents, et en même temps, ils étudient. Bah, ils les font quand, les films Enfin, ils les font pas. Donc, bon, c'est aussi... Je me suis peut-être un peu éloigné de la question en fait, mais bon, c'est pas... Non, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que effectivement on peut de plus en plus faire de choses, mais c'est pas voilà, c'est pas forcément rémunéré, c'est pas forcément est-ce que tu as quelque chose, vous avez Moi, je trouve ça super parce que les premiers films que j'ai faits, il fallait que je supplie des gens de me prêter une caméra, quoi. Mais ce sera juste sur le week-end. Et dimanche soir, je te la rends. Et du coup, on avait super peur de l'abîmer. Enfin, et donc, je trouve ça... Enfin, j'aurais adoré à cette époque-là, il y a 15-20 ans, avoir un iPhone. J'aurais trouvé ça incroyable. Donc, non, ça, je trouve ça... Et puis de pouvoir le poster et que des gens regardent Enfin, je sais pas, à l'époque, il y avait genre un festival au Forum des Halles je sais plus comment ça s'appelait, genre le festival de la bidouille, enfin, genre le festival du film fait chez soi, quoi. Et c'était un peu l'événement parce que tous les gens qui avaient fait des films autoproduits pouvaient présenter, donc c'était bien. Et puis évidemment, on en a parlé, mais les films faits en 48 heures, les kinos, tout ça, c'est extraordinaire parce que on nous prête du matériel. Et il y a immédiatement un public qui va regarder. Enfin, ça a été aussi très porteur, je trouve. Enfin, je trouve ça super que ça existe. Après, c'est ce qu'on disait, c'est maintenant qu'on peut tout faire. Enfin, vraiment, on peut faire une super prise de son, on peut monter, on peut. Je pense que c'est juste dans quel but on veut le faire. Enfin, encore une fois, vous avez pensé que je suis méga relou, mais c'est encore une fois, soyons précis. Pourquoi on fait ça? Dans quel but? Est-ce que j'ai décidé d'être genre le youtubeur qui fait le plus de vues, donc je vais faire tel genre de contenu? Enfin, dans quel but on filme en fait? Quel est le dessin caché derrière, quoi, du personnage? Moi, je trouve ça bien, quoi. Ou est-ce qu'on fait ça parce qu'on se dit je vais faire une bande démo déchirante et tous les directeurs de casting vont être retournés non, voilà. Donc je la monétise et il faut juste un but un peu précis. Merci. Raphaël, tu veux ajouter quelque chose? Non, enfin pas grand-chose, mais se dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, tout est rendu un peu plus facile et qu'il est plus facile de dompter un iPhone plutôt qu'une caméra super sophistiquée, donc ce qui permet aussi de rapidement aboutir à quelque chose. Voilà, il peut y avoir un rendu assez rapide et qui peut être de très grande qualité. Et bon, ça peut aussi servir de carte de visite et pour des marchés, pourquoi pas. Et puis, si tu dis qu'on va manquer de personnel dans le cinéma, moi je dis que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il va se faire énormément de choses. Hein, et j'invite Après, ils peuvent se gourer, hein, je sais pas. Ouais. Oui, ils ont bien appris. Ce sont des bons comédiens, ils ont bien appris à mentir aussi, c'est vrai, parfois. Merci beaucoup. Peut-être pour partager juste, parce que c'est vrai qu'il y a enfin, j'ai cette vision qui est peut-être fausse, mais qui est qu'il y a eu un temps où on dénichait les talents, il y avait des gens déjà en place qui vont dire « Ok, on va parier sur lui », et puis on le met devant de la scène, et puis boum, il explose, et machin. Et maintenant, ça s'inverse, c'est-à-dire maintenant, il faut faire sa preuve par soi-même, il faut conquérir le public, amasser des abonnés, etc. Et donc oui, les outils sont démocratisés, et du coup, pour moi, évidemment que ça va faire une explosion de créativité, et elle est déjà en cours, et puis il y a du renouveau, et puis il y a plein de trucs qui sont tentés parce que tout se démultiplie, mais ça reste quand même un truc de privilégié, comme ça l'a toujours été finalement, parce qu'en effet, il faut du temps.
Et pour pouvoir s'autoriser à être bénévole pendant des années, bah, si on n'a pas la famille derrière, si on n'a pas... voilà, donc ça reste un truc de privilégié. Et puis, mais bon, tout ça, enfin ouais, c'est... Et la compétition devient... Enfin, a toujours été là, mais devient limite encore plus féroce avec les réseaux, il faut se démarquer, etc. Il faut choper des abonnés. En plus, on peut s'acheter des abonnés. Donc, il y a des gens qui grugent. Mais bon, un jour, ça va tomber peut-être. Enfin bref, c'est juste le Far West. Donc, ouais. Voilà, je voulais juste partager ça. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir les questions à la salle, donc alors, grandir ensemble, mythe ou réalité? Un mot pour vous. Nathan, mythe ou réalité? Réalité. Anaïs? Quoi? Un mythe devenu une réalité? Pour toi, Raphaël? Mais c'est des questions qui me font mal à la tête. Alors, on oublie. Je peux passer mon tour. Oui, oui, absolument. Ah bah moi, je trouve que c'est clairement une réalité, surtout que c'est un métier qu'on ne peut pas faire seul. Donc, on peut, sauf si on se filme tout seul sur YouTube ou sur TikTok ou quoi, bon, pourquoi pas. Mais sinon, oui, si on fait de la fiction et tout, on a besoin d'une équipe. Donc, évidemment qu'on a besoin de gens et donc, évidemment qu'on grandit ensemble. Enfin, en tout cas, mon parcours, c'est clairement ensemble qui s'est fait, ouais. Merci beaucoup. Oui. Je pense que, non, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais je crois que ce qui est important, c'est de se dire qu'on se construit une famille, mais les uns avec les autres, et qu'il est bon. Moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire le cinéma, puisque je fais pas. Moi, je travaille que pour des salles bientôt désertes, mais non, je rigole. Mais c'est important de qu'est-ce qui fait qu'on est une famille de cinéma et qu'on a envie de grandir ensemble. Et ça, à tous les postes, en fait. Et c'est se chercher sa famille de cinéma. Moi, je sais que Emmanuelle DeVos, elle m'avait raconté ça avec que jusqu'à 28, 29 ans, elle tournait pas trop. Et en fait, on lui a dit, mais il y a une nana, elle est à la Fémis, elle est géniale. Et puis elle a un autre pote, il est aussi bien. C'était Noémie Lovski et Desplechin qui faisaient leurs études. Et ils cherchent une comédienne, tu devrais aller voir. Et là, ils se sont tombés dans les bras et sa carrière a commencé comme ça parce que il y avait une envie de cinéma en commun, quoi. Donc, je crois qu'il faut chercher sa famille, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions? Et vous êtes hyper patient quand même. Hein. Enfin, ça fait vraiment longtemps long, que ce truc a commencé. Moi, il y a longtemps que je serais parti. Mais, merci. Merci beaucoup à vous tous de nous écouter. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Je prends vite le micro. C'est pas forcément des questions, mais je n'aurai pas forcément le temps après, donc je préfère le dire maintenant. Déjà, merci beaucoup pour votre transparence à vous quatre. Ça fait du bien de voir yeux dans les yeux un peu des réalisateurs et de voir vraiment votre façon de travailler, tout ça. Moi, c'était surtout pour toi, Nathan, parce que ce film m'a énormément touchée, parce que pour une fois au cinéma, je me suis reconnue dans ma famille, parce que on est une famille de 3 enfants et ma maman nous avait à charge. et du coup, en fait, pour moi, j'ai toujours vécu en fait, dans cet univers-là et je ne pensais pas que en fait, c'était pas commun, entre guillemets, que ma maman nous ait à charge et qu'elle fasse plein d'allers-retours pour tout le monde et faire en sorte que les rêves de chaque enfant deviennent aussi une réalité. Et je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Léa Lopez, du coup, parce que je suis aussi une danseuse. Et donc, du coup, c'était marrant parce que c'était exactement la même chose. C'est là, mais c'est ma vie. Et après ce film-là, du coup, j'ai vraiment pleuré, tout ça, tout le temps. Et j'ai dit à ma mère, mais merci. J'ai remercié ma mère grâce à ça, parce que vraiment, peut-être je me suis rendu compte trop tard, mais le fait d'avoir vu ça, j'ai pris conscience. Et j'ai dit, maman, il faut que tu ailles voir ce film. Il faut absolument que tu ailles le voir, mais c'est toi, c'est exactement toi. Donc voilà, merci beaucoup. Trop sympa, merci mille fois, ça fait trop plaisir. Donc voilà, c'est un film que je porte dans mon cœur vraiment parce que je me suis tellement reconnue, mais à tous les niveaux, c'était incroyable. Même mon frère, même ma soeur, enfin, je vais pas raconter ma vie, mais voilà. Et en plus de ça, c'est marrant que tu dises que tu habites à Péménade parce que moi, j'ai de la famille qui habite aussi là-bas, donc autre coïncidence. J'habite à Nice et donc du coup, c'est vrai qu'aussi le fait de devoir monter sur Paris pour réaliser un peu nos rêves, tout ça, c'était aussi... j'ai envie de dire une obligation pour ceux qui viennent du Sud, même s'il y a pas mal de choses qui se font, mais pas trop en tant qu'acteur. Donc voilà. Oh donc merci, ça fait trop plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Donc, merci. Et merci de le dire. Et tu veux devenir actrice du coup alors? Oui. Oui.
courage et tu es à la bonne place. Tu es déjà à Paris, donc tu es mieux que dans le sud Oui. pour devenir actrice. Mais merci vraiment de prendre le temps de dire ces mots, ça me fait trop plaisir. De rien, non, mais c'est normal. Et puis, c'est important de féliciter aussi le travail de chacun et de chacune et de savoir aussi dire merci aussi. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, merci beaucoup. Je te dis merci. Autre chose pour l'effondrement du coup, parce que donc c'était donc sur un tournage, parce que donc voici mon copain, et donc il a très vite, et donc du coup c'est une amie à lui qui lui a conseillé l'effondrement parce qu'on ne connaissait pas du tout. On a vu ça, donc on s'est mangé ça genre en une soirée, c'était incroyable. On s'est dit mais en plan séquence, et en plus c'était sur des questions par rapport à l'avenir, et on se posait ce genre de questions, on se disait mais par exemple, sur la scène de l'essence, si jamais on arrive dans ce truc-là, mais qu'est-ce qui se passe? On était là, mais c'est du génie, mais c'est incroyable. Donc du coup, merci aussi beaucoup merci pour ça. Merci. Cool. Une autre question, juste. Oh, il y en a plein. Bonjour, je suis là. Merci beaucoup pour cet échange super intéressant et tout ce que vous nous avez partagé. J'avais une question qui s'adressait a priori plutôt à Nathan. Oui, encore toi. Tu as dit des choses tout à l'heure par rapport à ton rapport avec les comédiens, enfin la relation, vous en avez tous parlé, mais ce que tu as dit m'a particulièrement touchée sur notamment le fait de ne pas demander à tes comédiens, comédiennes des choses qu'ils n'avaient pas envie ou ne pouvaient pas donner, et du fait de construire un film ensemble. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose en tête et que le comédien ne puisse ou ne veuille pas te le donner, et comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez trouvé un compromis? Comment ça s'est passé pour faire les choses ensemble et que tu aies quand même ce que tu voulais et ta vision? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Merci pour ta question. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé parce que quand même, je sais pas pour vous, mais on en parle beaucoup en prépa. Donc je crois que ce problème, on essaie de le régler avant, parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'un comédien, face à une scène, il puisse se dire... Je me souviens et c'est hyper humble, de Camille qui me dit ouais, « je sais pas comment je vais jouer ça ». Et là, on en discute, effectivement, mais il n'y avait pas une impossibilité. Et puis, de toute façon, j'écris pas non plus sauf les films d'horreur avant, mais c'était très consenti. Enfin, il y avait c'était du faux sang, bon, c'était pas non plus... Et j'avais une amie qui adorait faire les cascades, donc j'écrivais les cascades pour elle et tout machin. Mais là, pour Tony, bon, toi, tu as vu le film, il n'y a pas des trucs extraordinaires à jouer, où tu peux te dire, ouais, ça me met vraiment dans une position délicate. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu encore ça, mais c'est des questions un peu tout le temps, et c'est vrai qu'on en parle vachement en prépa. Et Camille, il y a des scènes où elle me disait, bon, là, je t'avoue qu'il y a une longue scène de monologue dans le film où elle a 3 pages de texte qu'elle doit déverser toute seule, et c'est un plan séquence sur elle. Et elle m'avait dit, je vais y aller, et je vais la faire, mais bon, il va falloir que tu me laisses un peu de temps, je sais pas comment appréhender cette scène. Et donc on en a beaucoup parlé pour qu'effectivement ça se retrouve pas sur le plateau. Parce que, je sais pas vous, mais un problème comme ça sur le plateau, c'est quand même très très chiant. Parce qu'on a très peu de temps pour faire... ça dépend de l'argent qu'on a, mais quand même un film, on a tellement de scènes à rentrer dans un nombre de jours limité, que quand on commence à perdre du temps, souvent c'est boule de neige, quoi. Donc on va perdre du temps sur la scène d'après, donc on va devoir reporter, donc... C'est vrai que moi, ce que je conseille, c'est de le préparer un maximum. Et ça ne veut pas dire que le tournage, il ne va pas nous arriver des choses, parce que j'aime pas les répétitions non plus. Pour le coup, on ne répète pas. Mais préparer, ça ne veut pas forcément dire répéter. Ça veut juste vraiment dire, OK, être d'accord sur ce qu'on va faire, notamment avec l'équipe technique et avec les comédiens, qui me l'ait dit avant. S'il y a un truc avec lequel ils ne se sentent pas à l'aise, trop bien, on va en parler vachement pendant tout le long du tournage. Comme ça, le jour où ça arrivera, ce monologue avec Camille, on se l'était lu quelques fois, on ne s'était pas répété, mais on se l'était lu, on s'en était parlé. Moi, souvent, je venais la voir pour lui dire ça, ce sera un truc cool pendant le monologue que tu pourras utiliser. Et ça permet que quand on arrive face à une scène, pour moi, c'est trop important que tout le monde sache pourquoi on l'a fait, comment on va la faire. Moi, le découpage, je l'ai vraiment fait longtemps à l'avance, et avec mon chef-op, et avec le son, c'est vraiment tout comment ça va se passer, parce que j'ai l'impression que ce qui est le plus précieux sur un tournage, c'est le temps. Et si on n'est pas organisé, on va manquer de temps, et du coup, tout devient hors de contrôle. Franchement, ça m'est arrivé, je pense, une fois sur les drapeaux de papier, où il y a une galère, et là, on a vraiment l'impression de devenir fou. Enfin, on se dit, ah non, mais du coup, je pourrais plus jamais faire ça. Cette scène, elle va sauter. Ah non, on va faire ça. On n'aura pas un jour de plus, parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc... c'est un peu horrible, mais donc moi je suis vraiment partisan de la prépa, et du coup ce n'est pas arrivé encore, mais
Mais en même temps, c'est pas arrivé. Mais par contre, techniquement, c'est arrivé qu'on puisse pas tourner des scènes. Et là, bon, ben, il faut se creuser la tête, quoi. Il faut juste se dire, ok, là, c'était un grand bleu dehors. Ils sont en t-shirt, en débardeur, et ça devait être une scène hyper estivale, trop bien. Il pleut des cordes, et en fait, on est le 3 janvier, donc quoi qu'il arrive, ça allait être compliqué. Bon, ben, comment on fait? Ben, trop bien, en fait, ils vont être dans une voiture, et ça va être sous la pluie, et on raconte un orage d'été. Il faut se poser vite les bonnes questions, mais voilà. Bon, pardon, c'était long, et c'était peut-être pas très précis comme réponse, mais je sais pas si toi, Anaïs, ça t'est arrivé, ce genre de situation? Je pense que tu prépares beaucoup aussi. Ouais, on prépare, on discute, et ça peut. Je pense que la clé, elle est vraiment effectivement dans se préparer et dans nous, en tant que réalisateurs, réalisatrices, de connaître très bien le cœur de ces séquences. C'est-à-dire, en fait, cette séquence-là, que je la tourne sous la pluie, dans une bagnole, en plein soleil. Eh ben, le cœur est là, je sais exactement ce que je veux raconter, et les comédiens et les comédiennes aussi savent, et l'équipe technique aussi sait, et on est très au point. C'est ça pour moi, préparer, c'est quoi le cœur de chaque séquence, et donc du coup les problématiques techniques qui vont dépendre du cœur de cette séquence, et qu'est-ce qu'on veut absolument préserver. Et après, non, pour l'instant ça m'est pas encore arrivé, mais je pense que tout peut arriver dans la vie, donc ça arrivera, mais c'est pas grave, et on en tirera des leçons, et ce sera bien quand même. Voilà. Oui, et puis bien souvent, donc on parle de préparation, mais en amont, il y a toujours, comme je vous disais tout à l'heure, une lecture avec la réalisatrice ou le réalisateur, avec une partie des comédiens qui vont être sur le plateau. Et régulièrement, on nous pose la question, est-ce qu'il y a dans ce scénario une ou deux séquences qui peuvent vous encombrer, qui peuvent vous gêner, ou vous vous sentez peut-être moins bien? On en discute avant, hein. En général, c'est très très rare qu'il y ait des mauvaises surprises, que du jour au lendemain, il y a une comédienne ou un comédien qui dit ben non, ça je veux pas le faire, tu m'avais pas expliqué ça comme ça. Enfin, j'ai rarement vu ça, quoi. C'est effectivement la préparation est primordiale. Et après, sur les scènes de sexe ou de nudité, maintenant il y a un métier formidable qui tend à se démocratiser de plus en plus, c'est coordinateur, coordinatrice d'intimité. Et ça, pour les comédiens et les comédiennes, pour qui c'est compliqué, parce que ça peut être compliqué, et les réalisateurs et les réalisatrices aussi peuvent être mal à l'aise. Et donc ça met une sorte de sas de décompression entre la mise en scène et les comédiens et les comédiennes, qui permet d'aborder la sexualité, la nudité, non plus comme quelque chose de cru, mais on va lui donner des aspects beaucoup plus chorégraphiques et techniques. Et ça permet aussi, le coordinateur ou la coordinatrice sont aussi les dépositaires, entendent voilà ce qui peut faire peur aux comédiens, aux comédiennes. Et ça, c'est vraiment un métier, je pense, qui fait que ça change petit à petit la donne sur ce genre de... Parce que c'est généralement là où il y a problème, où il peut y avoir des questions qui se posent, où la personne sur le papier était OK pour faire ça, et puis d'un coup, bam, au moment où l'argent est réuni, c'est le 32e jour de tournage, et la personne fait « Non, en fait, je le sens pas trop ». Très bien, un coordinateur super qu'on ait préparé justement en coordination, et en fait moi c'est super aussi que la personne dise je le sens pas trop, c'est bien, et c'est bien voilà qu'on soit dans la discussion, et en même temps comme disait Nathan, c'est une putain de locomotive lancée à 300 km/h, et chaque minute compte, quoi. Voilà. Je pense que c'est important de se dire, juste pour rebondir là-dessus, qu'un problème ne se réglera que très rarement sur le tournage quand même. Enfin, faut pas se dire, s'il y a un truc qu'on sent pas, il faut vraiment le régler avant le tournage. Parce que c'est vraiment rare que sur le tournage, face au fait accompli, le problème disparaisse. Et c'est encore plus rare qu'il disparaisse au montage. Enfin, c'est pas au montage qu'on va... S'il y a un problème dans le scénario, on peut faire des trucs au montage, mais s'il y a un vrai problème de scénario, c'est pas en changeant des scènes de place que ça va soudainement devenir formidable. Ou alors c'est vraiment un coup de chance. mais ouais, il faut quand même vraiment préparer ça. Et c'est là où je disais, pour moi, la relation de confiance avec le comédien, c'est important qu'on sache exactement où on va, même s'il y a moi, je ne suis pas forcément partisan de l'improvisation, mais pourquoi pas, s'il y en a. Mais parce qu'en fait, ouais, ça arrive très vite. Imaginez, c'est arrivé à une amie à moi sur un film qui était sélectionné à Cannes l'année dernière, où d'un coup, la réalisatrice vient la voir et lui dit « Ah, ben là, on va faire une scène de sexe avec ta partenaire. » Elle lui dit « Ah, mais c'est pas dans le scénario. » « Ouais, mais c'est trop bien, il y a tellement une alchimie, on va l'improviser et tout. » Elle a 19 ans et c'est une réalisatrice très connue et elle ne peut pas vraiment s'opposer à cette réalisatrice et elle n'a pas du tout envie de faire ça, et ça s'appelle un abus et c'est vécu comme une agression sexuelle et c'est un problème. On ne peut pas faire ça, on peut pas... Ça, il faut...
Enfin, je pense que c'est trop important s'il y en a qui veulent faire des films là, qui sont assis là. S'il vous plaît, n'abusez pas de la confiance qu'un comédien vous fait, parce qu'on a parlé de la confiance, mais du coup, la confiance fait qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, et ce n'est pas possible. On peut faire de l'improvisation sur un film. C'est trop chouette de faire de l'impro, trop bien, une scène de repas. Bon, ben, on n'a pas de texte, mais on peut pas dire on fait une scène de repas et là, tu le dis à un comédien, tu vas lui mettre une baffe un moment, mais on lui dit pas comme ça, il va être surpris. Bah non, en fait, on fait pas ça. Il y a pas. Mais vous rigolez, mais ça arrive beaucoup. Il y a beaucoup de comédiens qui vivent ça, il y a beaucoup de comédiennes qui vivent ça, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui vivent des scènes de sexe qui n'étaient pas écrites au scénario, et qui apparaissent sur le tournage. Ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. C'est très important qu'on se le dise tous, mais c'est important qu'on le dise à chaque table ronde, à chaque truc, à chaque machin. Et moi, on m'a envoyé un mail pour me demander qu'est-ce que vous pensez des coordinateurs d'intimité, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et je leur ai dit, mais je suis réalisateur, c'est pas à moi de répondre. Enfin, évidemment, moi, c'est au comédien s'il le choisit. Je n'ai aucun droit de m'opposer à son choix de coordination d'intimité. Et même moi, je devrais être évidemment à la source de cette demande. Mais si je n'y ai pas pensé et que le comédien le veut, mais d'où le réalisateur et la réalisatrice peut dire ah non, tu vas pas, non, il n'y aura pas de coordination d'intimité, de coordinateur ou coordinatrice. C'est pas possible. Ça, pardon, je suis un virulent parce que ça m'énerve. J'en ai marre que ce métier soit associé à autant d'abus. C'est pas possible. Enfin, toutes les jeunes, et c'est particulièrement les jeunes actrices que je connais, et j'en connais pas mal maintenant, ont été victimes d'un abus à un moment, à un casting, pour le casting de ce même film. Une comédienne que je connais, parce que je vais pas dire, a passé le casting de ce film, et on lui a demandé au casting, déjà c'était chez la directrice de casting, ce qui est très bizarre, mais on lui a demandé à ce casting de se mettre en sous-vêtements et d'aller dans le lit avec l'autre comédienne pour savoir si elles s'entendaient bien toutes les deux dans un lit. Mais on ne fait pas ça, ça n'existe pas. Et comme sur un plateau, on ne le fait pas. En fait, Nathan, ce qui est formidable, et justement, c'est qu'on ne fait plus ça. Ben, on le fait toujours, en fait. Oui, on le fait toujours. On le fait toujours, mais au moins maintenant, on a des coordinateurs. Ouais, mais au casting, il n'y en a pas. Au casting, ouais. c'est une salle sombre chez la directrice de Absolument. casting. Et c'est trop important parce qu'on ne peut pas demander ce mythe de ah, ben, il n'aurait pas dû accepter, il n'aurait pas dû accepter. C'est stop. On ne demande pas aux victimes de dire oui ou non. On demande au bourreau d'arrêter, de stopper. On ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et on ne met pas un comédien dans cette position-là. Non mais, c'est vraiment important. Si vous faites des films et que vous faites ça, j'espère que vous irez en prison. Merci. Merci beaucoup, Merci Nathan. beaucoup. Il y avait 2 questions là encore. Bonjour, merci de nous avoir partagé tout ça. Je m'appelle Théo. Et il y a un truc sur grandir ensemble, ça commence par se rencontrer. Et on a beaucoup parlé de comment on évolue une fois qu'on se connaît bien et comment on apprend à se connaître. Mais comment on se rencontre. Et il y a des événements pour se rencontrer. Il y a des... Merci Guillaume, parce que mon premier 48 heures, je l'ai fait grâce à des gens que j'ai rencontrés sur un événement que tu avais organisé. Donc voilà, et puis ça a enchaîné sur d'autres cours. Donc c'est très chouette. Mais sauf que c'est toujours, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours hyper angoissant d'aller à la rencontre de quelqu'un que j'admire un peu ou avec qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai envie. Ouais, c'est terrifiant. Tu peux venir après, hein, c'est bon. Et je pense que c'est un peu inhérent aussi aux acteurs en général ou aux gens. Et du coup, je me demandais où est-ce que vous aimez rencontrer les gens comme ça quand c'est... Non, mais genre, si vous dites, putain, vraiment, il y a des rencontres là, c'est top. Voilà. Et que je suis curieux de savoir voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces rencontres humaines hors des tournages, quoi. C'est une bonne question. C'est à moi de commencer. Moi, j'ai l'impression qu'on se rencontre déjà beaucoup dans le parcours scolaire, à l'école de cinéma et tout. Et j'ai l'impression que c'est ça les liens qui sont construits très tôt. Enfin, en tout cas pour moi, et qui perdurent après. Et en effet, ensuite, s'il n'y a pas la possibilité de l'école ou pas, ou quoi, il y a les kinos qui permettent de rencontrer pas masse de monde. Il y a cinéaste.org qui est une newsletter où il y a plein d'annonces en permanence. Donc en vrai, ça crée des rencontres. Je connais des gens qui bossent parce qu'ils ont commencé à bosser grâce à cinéaste.org. Et puis ouais, non, mais c'est vrai qu'une fois que... j'ai pas l'impression de rencontrer grand monde. Enfin, j'ai pas comment dire. Je suis pas à la recherche de rencontrer des nouvelles personnes. Je suis plus à la recherche de trouver le temps pour faire mes projets. Et du coup, je saurais pas répondre à ta question de genre dans quel environnement il faudrait me rencontrer parce que
à part en répondant à une annonce, si un jour je fais un casting, mais sinon, tu vois, en tant que comédien, ou alors parce qu'on a des amis en commun et que ça se fait naturellement, tu vois, mais ouais. Je suis très mauvais en networking. En fait, t'es comédien ou t'es réel? Moi, je suis comédien. Tu vois, donc précision. Pardon, c'est vrai, j'ai pas précisé. Non, parce que c'est pas la même recherche. Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. En termes de comment Carrément. je rencontre des gens. Moi, je crois qu'il faut. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je vais faire tous les festivals qui existent. Et donc, c'est vraiment. Enfin, j'ai genre un carton rempli d'accréditation. Mais encore une fois, tu vois, c'est comment tu divises ton temps entre faire un job alimentaire pour ensuite aller en festival. Et en fait, en festival, moi, je trouve que ce qui est incroyable, c'est que c'est sur des temps courts. Généralement, il y a les gens qui ont fait leurs films qui sont sur place, donc tu peux directement aller les voir. Par exemple, le festival de Clermont-Ferrand, typiquement, tu fais énormément de rencontres à ce moment-là, mais des rencontres qui durent. Il faut aller au bar de l'Univers à Clermont-Ferrand, c'est là que tout se passe. Non, mais il y a des vraiment, c'est comme à Cannes, il faut aller au Petit Majesty. Ça sert à rien de s'emmerder à essayer de rentrer dans les soirées parce que c'est là où il y a, c'est plus. Enfin, moi, je crois se dire que, ouais, je pense vraiment que tout ce qui est festival, c'est en France. En plus, il y en a tout le temps, partout, constamment. Enfin, il y a énormément de façons, enfin, d'opportunités pour rencontrer du monde à ce moment-là, quoi, vraiment. Et des jeunes, surtout en tant que comédien, moi, je crois qu'il faut se tourner vers la jeune génération de cinéastes. Tu vois, en voyant des courts-métrages et des trucs comme ça, et en se disant, putain, moi j'aimerais bien, si cette personne-là, un jour, elle fait un long, j'aimerais bien bosser avec elle, ou si elle fait un autre court. Enfin, je crois vraiment que le festival de courts-métrages, c'est incroyable. Puis on est un des seuls pays où il y en a autant, donc faut kiffer. Alors, on avait une... C'est bon? Merci beaucoup. On avait on ne peut prendre qu'une dernière question, désolé. Une responsabilité. On est venu me parler dans l'oreille. Elle a intérêt à être bien, ma question. Bon, déjà, merci à tous et toutes pour cet échange hyper riche. Ça fait plaisir. Question pour Nathan, encore une fois. Tu as parlé tout à l'heure des sujets des acteurs et actrices et actrices queer. C'est un sujet qui me touche particulièrement, notamment après avoir vu ton film. D'ailleurs, bravo, je l'ai découvert à Angoulême et j'ai envie de pleurer encore de ce film, il est trop beau. C'est écrit avec justesse, sensibilité, enfin tout ce que j'aime. Je voulais savoir, est-ce qu'un acteur LGBT peut être out aujourd'hui? Out, donc sorti du placard. Parce que c'est compliqué, j'ai l'impression qu'on s'enferme quand on se dit acteur LGBT. C'est vrai que tu dis que voilà, un réalisateur, demain, il va rencontrer une personne, je sais pas, gay, lesbienne, trans. Il va projeter sur lui, il va se dire, bah non, elle va jouer que des personnes LGBT. Et voilà, c'était ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles ou est-ce qu'il faut passer par des collectifs de cinéastes queer pour pouvoir, j'espère, tourner ensuite? Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est chiant. Muriel Robin, on l'invoque. Mais parce si vous n'avez pas la rêve, c'est qu'elle a parlé là-dessus et ça a été tout un débat, alors que vraiment, elle n'a pas dit des choses si choquantes que ça. Elle a dit des choses qui sont vraies. Il y a très peu, si vous pensez à des acteurs, des actrices connus dans le paysage cinématographique français et hollywoodien, il y en a très peu qui s'identifient non hétérosexuels officiellement. Alors qu'il n'y en a pas très peu. On est littéralement des troubadours, donc on est par définition, je l'espère, assez queer. Mais ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est chiant, moi ça me frustre de ouf, parce que moi j'ai pas eu de problème en tant que réalisateur, par exemple, dans des interviews pour Tony en famille, à m'identifier comme une personne queer, et je me disais pas, mince, je vais pas avoir de travail derrière, parce que je suis à l'origine de mes projets, et puis bon, mais c'est vrai que je le vois, ouais, mes potes, et c'est notamment plutôt des garçons d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que, toujours dans notre société qui est globalement homophobe, l'image de la femme lesbienne n'est pas la même que l'image de l'homme homosexuel. Enfin, il y a un truc un peu encore différent, parce que le cinéma est encore fait par des vieux hommes qui projettent leurs désirs très facilement sur des jeunes femmes, c'est très problématique, qu'elles soient hétérosexuelles ou non. Mais donc ouais, moi ça arrive beaucoup pour mes copains hommes qui s'identifient comme hommes et homosexuels, qui le disent pas, et ça me brise le cœur et je sais pas comment on arrive au bout de ça. Enfin, en fait, je comprends pas comment un réalisateur ou une réalisatrice peut envisager que l'orientation sexuelle d'une personne dans son intimité
ait un effet sur son personnage. Je trouve ça aberrant, mais peut-être parce qu'on est une autre génération. Et en fait, ça ne nous regarde pas. Déjà, ça ne devrait pas nous regarder jamais. On devient amis avec ces gens, trop bien. Et après, du coup, on a des discussions là-dessus. Ah, ben avec qui tu sors et tout. Mais quand on travaille avec un acteur ou une actrice, ça ne nous regarde pas. Et ça ne devrait pas nous regarder. Mais en fait, c'est parce qu'on a alimenté cette culture-là du réalisateur qui fétichise sur son actrice. Parce que c'était beaucoup des hommes qui faisaient les films et c'était beaucoup des femmes qui étaient victimes de ce problème-là. Et on a alimenté du coup une relation un peu étrange et amoureuse entre que les réalisateurs devraient être amoureux de leur acteur, mais déjà ça ne nous regarde pas en fait. Nos acteurs, on ne doit pas entretenir une relation qui est ambiguë avec un acteur. Donc son orientation sexuelle ne doit pas nous concerner. Donc pour moi, ça ne devrait pas être un problème et c'est trop chiant. Je suis désolé pour toi, je le vois que c'en est un et c'est infernal. Et là, on voit il y a Andrew Scott qui vient d'avoir un Emmy et un Golden Globe et c'est trop bien pour son rôle et c'est un acteur ouvertement gay et j'ai l'impression que ça se met un peu à changer, il y a une dynamique qui change, mais en même temps, ouais, quand on faisait le casting pour Tony en famille, j'avais encore des réflexions, je ne dirais pas de qui ou de quel poste ça venait, mais de genre, est-ce qu'il est assez gay? Est-ce qu'il est... t'as vu, il est un peu efféminé alors qu'il joue un personnage qui vient la draguer dans un bar. En mode, oui, mais c'est un acteur. Et puis, peu importe. Bref, c'est toujours des trucs qui sont là, donc on doit en parler parce qu'on peut pas faire. En fait, il faut absolument représenter parce que c'est la représentation pour moi qui compte. On peut pas faire comme si ça n'existait pas et espérer que ça disparaisse. Mais en tout cas, j'espère vraiment. Encore une fois, s'il y en a qui veulent faire des films là dans la salle, ça ne vous regarde pas. L'orientation sexuelle des gens que vous voulez embaucher, ce n'est pas votre problème, vous n'avez pas d'avis à donner là-dessus et vous n'avez même pas à le prendre en compte. Enfin, je trouve ça fou qu'on puisse imaginer de le prendre en compte dans un casting en fait, alors que c'est le cas. Et c'est trop chiant. Je suis désolé, c'est pas une réponse parce que du coup en fait ça ne fait que rajouter des problèmes aux problèmes. Mais parce que ouais, c'est un vrai problème, mais au moins on l'a tous en tête et on essaie tous de faire un truc pour changer ça. On va terminer là-dessus. Une façon de reconstruire le monde, c'est aussi de se dire qu'on s'en fiche. Enfin, que se dire, voilà, moi je m'assume tel que je suis. Et en fait, et si ça ne marche pas avec telle et telle personne, hop, c'est de l'ancien monde, tu vois. Parce que c'est aussi comme ça qu'on fait mourir, en s'assumant. Oui, mais il faudrait que le problème, c'est que les vieux, ils ont encore trop de temps à vivre là. Donc. Ouais. Le problème, c'est que les vieux ne sont pas assez vieux. Le problème, c'est que les vieux ne sont pas assez vieux parce que les personnes et il y a même des jeunes problématiques. Donc en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que. Je te remercie, Nathan. Nathan, on va terminer sur ces paroles. Non mais attendez, parce que c'est vraiment important. Parce que oui, en vrai, ce serait trop chouette de pouvoir. Mais effectivement, c'est toujours un problème de se dire. Parce qu'il y a encore des réalisateurs emblématiques avec qui des jeunes comédiens rêvent de tourner, qui sont encore vivants et qui effectivement n'auraient pas la mentalité assez ouverte. Donc je pense que c'est un problème qui est vraiment complexe et qui doit se réfléchir avec les directeurs et les directrices de casting. Peut-être avec une confidence, avec un truc, on se le dire ensemble de genre, ok, arrêtez de communiquer les informations sur l'orientation sexuelle. Parce qu'il y a beaucoup ça, il y a beaucoup de genre, appelle-le, lui, il est gay, il va trop bien faire le rôle du gay dans ton film. Les directeurs de casting et les directeurs de casting qui peuvent dire, qui ont des propos comme ça. Ça, ce n'est... En fait, il faudrait même les mettre eux dans la confidence, qu'on arrête, que ça ne regarde plus les réalisateurs. Et peut-être que comme ça, chacun pourra... Je sais pas, c'est trop chiant et en même temps, il faut qu'on arrête de se cacher. Enfin, je sais pas, c'est chiant que cette société soit encore homophobe et misogyne et tout, c'est ouf. Nathan, je suis désolée. Merci infiniment à vous quatre. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci.